Ceci est l'histoire d'un humain extrêmement effrayant, dont le nom est craint par les gangs les plus redoutables du monde. Son nom est Pietro, l'assassin le plus accompli et le plus dangereux de la planète. Cependant, aussi surprenant soit-il, Pietro est un vieil homme, dépassant la soixantaine. Pendant de nombreuses années, Pietro était célébré comme l'ultime assassin, capable d'éliminer n'importe quelle cible. Mais hélas, l'âge l'avait rattrapé. Peut-être aurait-il été mieux pour sa légende de mourir il y a de ça des années, car désormais, il était traqué par des milliers de chasseurs de primes. Il avait perdu tout son argent accumulé au fil des années, par sa sueur et son sang. La légende de l'assassinat, éternellement loyale envers l'organisation qu'il servait, était à présent une cible à éliminer à tout prix. Pietro se tint debout au-dessus d'un tas d'hommes qu'il avait tués. Il avait laissé un seul homme en vie. Cet homme le reconnut, même avec une tête de mascotte. L'assassin demeurait extrêmement terrifiant. L'homme ne comprenait pas comment Pietro avait survécu. Comment arrivait-il à survivre avec autant de monde à ses trousses? Pietro s'approcha calmement de l'homme. La raison pour laquelle il ne pouvait pas l'attraper est que le Pietro qu'il cherchait n'était tout simplement plus de ce monde. Il enleva ensuite son masque. L'homme était choqué en voyant le visage de Pietro, qui pointe son pistolet sur lui, en fumant sa cigarette, puis appuie sur la gâchette. 3 mois plus tôt, Pietro s'occupait de sa librairie quand il reçoit un appel. Son interlocuteur lui conseillait de ne pas ignorer les appels et de se rendre à l'hôpital en urgence. Sinon, il mourra dans moins de 3 mois. Malgré cela, le vieil homme ne semblait pas vouloir changer d'avis. Il rassembla ses pilules et rangea les livres dans la boutique. Il n'avait aucunement peur de la mort. Il pensait plutôt à sa vie qui arrivait à sa fin. 50 années d'acharnement au service de l'organisation, dont il n'avait pas regretté une seule seconde. Mais en y repensant, il n'avait jamais pris de photo de lui-même. En se regardant dans un miroir, il réalise le poids de ses longues années sur son corps. Plus tard, une lycéenne entrait dans la librairie. Pietro l'accueillit avec un sourire chaleureux. Elle cherchait des manuels de collège d'occasion. Pietro la rassura. Il avait tous les manuels anciens et nouveaux, et même ceux d'autres pays. La jeune fille précisa qu'elle voulait offrir le manuel à son petit frère. Pietro lui demanda si elle fréquentait le lycée voisin. Il avait vu son badge vert, et on avait déduit qu'il était en dernière année, ce que la jeune fille confirma. Impressionné, elle lui demanda comment il en savait autant, et il répondit calmement qu'il connaissait tout le monde dans le quartier. Pietro sortit alors un paquet de manuels neufs. La jeune fille était alarmée. Elle n'avait que 1000 won, et ne pouvait pas s'acheter de manuels neufs. Pietro lui dit qu'elle pouvait les avoir, car il n'en avait plus besoin. La fille s'empressa de refuser, mais Pietro retira la couverture de plastique des livres. Maintenant, il n'était plus neuf. Il avait réalisé à quel point elle aimait son frère. Il était important de prendre soin de sa famille, afin de ne pas le regretter plus tard. Le vieil homme se mit ensuite à ranger d'autres livres. La jeune fille, curieuse, l'appela accidentellement monsieur, puis se reprit et lui demanda s'il avait des regrets. Pietro répondit que les regrets venaient avec l'âge. Il se souvint alors de sa propre fille, qu'il avait dû abandonner pour qu'elle puisse survivre. Il dit à la jeune fille que même avec des regrets, personne ne pouvait changer son passé. Un silence lourd s'installa dans la pièce. Il lui conseilla de rentrer chez elle, de s'occuper de son petit frère et de ne pas faire ce qu'elle pouvait regretter. Au même moment, la fille sortit un couteau, s'apprêta à poignarder le vieil homme dans le dos. Mais ce dernier savait déjà qu'elle était envoyée pour le tuer. Il lui dit de partir, tant qu'elle le pouvait, et promit de ne pas la tuer si elle s'en allait. La fille était choquée. Comment l'avait-il démasqué? Pietro révéla alors qu'il avait mémorisé les visages de tous les élèves du lycée qu'elle prétendait fréquenter. Il était également impossible pour elle d'être en 3e année. Après tout, le lycée en question a été construit il y a 2 ans seulement. De plus, le couteau qu'elle avait dans les mains puait le sang, une odeur qu'il ne connaissait que trop bien. Pensait-elle pouvoir masquer l'odeur du sang avec du parfum bon marché? La fille réalisa alors qu'il connaissait ses intentions depuis le tout début. Hésitante, elle décida quand même de finir sa mission. Mais même armée d'un couteau, face à ce vieil homme, pourquoi avait-elle l'impression qu'elle serait celle qui mourrait si elle l'attaquait? Finalement, elle choisit de ne pas combattre le vieil homme. Pietro lui tendit alors les manuels. Il savait que ce qu'elle avait dit sur son petit frère était vrai. Avec 50 ans d'expérience dans le domaine, il pouvait décerner la réalité du mensonge à travers les yeux de son interlocuteur. Il confirma qu'elle était également de la même organisation que lui. Et la fille réalisa alors qu'elle avait révélé son identité en utilisant des termes honorifiques plus tôt. Soudain, Pietro se rua vers la jeune fille, au même moment que 2 hommes firent irruption dans la pièce, en fracassant le toit, et commencèrent à leur tirer dessus. Pietro poussa alors la fille hors de danger. Dans leur organisation, l'assassin dont la mission avait échoué devait être éliminé avec sa cible. Horrifiée, la fille remarqua que Pietro avait été touché par une balle dans les côtes. Les 2 hommes se mirent à tirer de nouveau. Esquivant les balles, Pietro tenta de riposter, mais l'un des assaillants avait attrapé la jeune fille comme otage. Son compère se rua vers le vieil homme,
qui se tenait à peine debout, lui assénant un crochet au visage, s'étonnant qu'un vieil homme aussi faible soit le légendaire assassin redouté de tous. Une voix moqueuse retentit alors dans la pièce. Même le fameux numéro 1 des assassins ne pouvait rien faire avec un corps ravagé par la maladie. Le nouveau venu était un homme avec des tatouages étranges sur le crâne. Son nom de code était la Pieuvre, et il était l'informateur du patron de l'organisation. Pietro était au sol, blessé et meurtri. Pourquoi l'organisation voulait sa mort? La réponse de la Pieuvre était simple. Le nouveau patron n'était pas confortable à l'idée de le garder en vie, laissant Pietro extrêmement confus, ne comprenant pas pourquoi une telle chose était possible. La Pieuvre regarda Pietro dans les yeux, qu'importe la raison. Il avait désormais des milliers d'assassins à ses trousses. Après tout, la prime sur sa tête était de 7,6 milliards de won. Pietro était extrêmement irrité. La prime sur sa tête coïncidait étrangement avec la somme d'argent qu'il avait en banque. L'informateur confirma alors que c'était bien son argent. Cet argent était tout ce qu'il avait économisé, en risquant sa vie pour l'organisation. Le visage de la Pieuvre était défiguré par l'excitation. Il allait mourir de toute manière. Pourquoi ne pas crever tout de suite? D'un coup de poing puissant, il frappa le vieil homme au visage, et l'un de ses larbins se joint à l'assaut. Le matraquant de coups violents, le vieil homme fut projeté dans une autre pièce, après avoir reçu un dernier coup dévastateur. La Pieuvre avait été nerveux en acceptant cette mission, mais ça s'était avéré plus facile qu'il ne l'avait imaginé. Ils avaient réussi à neutraliser le fameux Pietro. Il demanda alors à ses hommes d'effacer les traces de combat, et s'approcha de Pietro pour l'achever. Mais le vieil homme avait un sourire au coin des lèvres, et avant qu'il ne puisse réagir, une grenade aveuglante lui explosa au visage. Dans ce court laps de temps, Pietro avait disparu. Réalisant qu'il les avait attirés là, dans le but de s'échapper, la Pieuvre ordonna à ses hommes de le poursuivre. Il ne pourrait pas aller loin, avec une blessure pareille. Ses hommes se ruèrent dehors, dans la nuit pluvieuse, tandis que la Pieuvre resta avec la jeune fille. Pendant ce temps, Pietro se rendit à un terrain de jeu, et se cacha tant bien que mal. Sous la pluie, ensanglanté et battu, il pensa à son incapacité à se défendre. La réalité de son âge l'avait frappé de plein fouet. Il repensa à la vie immaculée de sang qu'il avait menée. Dès son jeune âge, l'organisation l'avait pris en charge. Alors que d'autres enfants apprenaient à lire et à écrire, il saignait chaque jour, apprenant à manier le couteau. Tandis que les adolescents s'amusaient et se liaient d'amitié, il était formé à l'écoute et à l'espionnage, jusqu'à en saigner des oreilles. Alors que d'autres trouvaient l'amour, il était devenu un espion russe, vivant constamment avec des engelures. Quand les gens fondaient des familles, il combattait un groupe terroriste pour survivre. Il avait dédié toute sa vie à l'organisation et avait frôlé la mort à d'innombrables reprises. Cependant, les choses avaient changé avec l'arrivée du nouveau patron. Ce dernier estimait que Pietro était trop vieux pour le métier et avait décidé de s'en débarrasser. Saignant sur le terrain de jeu, Pietro se sentit trahi par l'organisation pour laquelle il avait tout sacrifié. Il n'avait jamais souhaité ni richesse, ni honneur, et pourtant, ses alliés cherchaient désormais à le tuer. Une vie pathétique et une mort tout aussi misérable. Il ne pouvait pas tomber ainsi, il ne pouvait pas les laisser prendre cet argent. Les souvenirs de sa fille sanglotante empirent son esprit. Des larmes de regret lui montèrent aux yeux, et il retomba au sol, son sang coulant à flot sous la pluie battante. Quelques heures plus tard, les deux hommes de main étaient de retour au repère de la Pieuvre. Ils se plaignaient d'avoir laissé le vieil homme s'échapper. Ils auraient pu empocher la prime, s'ils l'avaient tué sur le coup. L'un d'eux se demandant pourquoi une si grosse prime était mise sur la tête d'un vieil homme mourant. L'autre expliqua que c'était le moindre respect accordé à une telle légende. Son compère n'était pas convaincu. Légende ou pas, ce qui l'intéressait dans l'histoire, c'était l'argent. Il avait abandonné son titre de champion de kickboxing pour devenir chasseur de primes et tuer le vieil homme de ses propres mains. Tenant une photo de Pietro, prise depuis le toit de la librairie, il se promet de mener la belle vie après l'avoir tué. C'est alors que les deux hommes furent interrompus par une voix glaciale. Ils avaient là la seule photo existante, montrant son visage. Ils se retournèrent et furent choqués de voir Pietro debout devant eux. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de très différent chez lui. Pour une raison étrange, Pietro était maintenant un jeune homme. Les deux hommes avaient du mal à croire que c'était la même personne. Il s'agissait sûrement de quelqu'un d'autre, portant la même tenue. Voyant leur réaction, Pietro examina son corps rajeuni. Il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. À son réveil, il avait trouvé son corps ainsi. L'un des deux hommes, pensant que c'était un étudiant égaré, lui dit qu'il était au mauvais endroit et qu'il ferait mieux de partir. Irrité, Pietro saisit le bras du jeune homme d'un air sombre. Il savait parfaitement où il était et il ferait mieux de le guider vers la Pieuvre et ne pas lui faire perdre son temps. Entendant cela, l'homme de main supposa que le jeune homme devant eux était dans le même domaine. Dans ce cas-là, ils allaient le buter pour réduire la concurrence. Et d'un mouvement violent, il tenta de l'assommer d'un coup de poing. Cependant, Pietro arrêta facilement son attaque d'une seule main.
L'homme était stupéfait. Comment pouvait-il être si fort? Se pouvait-il qu'il était réellement le légendaire Pietro? Comme s'il pouvait entendre ses pensées, la voix calme du jeune homme se fit entendre. Il était bien celui qu'il pensait, et d'une simple pression de sa main, il lui écrasa les phalanges. Son compère armé d'un couteau se jeta sur Pietro par derrière, mais ce dernier se retourna et avec une vitesse inhumaine, lui asséna un enchaînement violent avant même qu'il ne puisse atterrir. Pendant ce temps, l'autre homme se saisit d'un couteau et se mit en position, demandant à Pietro qui l'avait envoyé ici. Ce dernier ignora sa question et se tourna vers le comptoir à côté. Ceux qui maîtrisaient le couteau étaient au mieux des combattants de 3e classe. L'homme le regardait, confus, mais Pietro poursuivit sans lui prêter attention. Ceux qui maîtrisaient toutes les armes étaient des combattants de 2e classe, tandis que ceux qui pouvaient utiliser n'importe quel objet comme arme étaient des combattants de 1re classe. Immédiatement après, le jeune homme se saisit de tentacules de pieuvre à proximité et les enroula autour de ses mains pour les utiliser comme armes. L'homme se rua vers Pietro avec le couteau, mais ce dernier utilisa les tentacules tel un fouet pour le désarmer et d'un mouvement rapide les enroula autour du cou de l'homme, l'étranglant. Il fit ensuite le tour de la pièce, traînant l'homme à travers de nombreux couverts, et le fit atterrir dans une grosse marmite encore bouillante, la tête la première. L'homme à moitié inconscient resta au sol, marmonnant de manière intelligible. Pietro ramassa ensuite la photo prise de lui, et les paroles de la pieuvre lui vinrent à l'esprit. Des milliers d'assassins voulaient sa peau, mais si cette photo était la seule qu'ils avaient de lui, même des milliers d'hommes ne pourraient jamais le retrouver. En utilisant sa cigarette, il mit le feu à la photo. Après tout, le vieux Pietro n'était plus de ce monde. Ailleurs, la pieuvre était assise à l'arrière d'une voiture, l'air pensif. Bientôt, l'annonce de recherche officielle de Pietro sera annoncée au public. Il se devait de le capturer en premier. Le vieillard était mourant de toute façon. Autant permettre à ses juniors d'empocher la prime mise sur sa tête. Pendant ce temps, Pietro quitta la cachette de la pieuvre et se dirigea vers des toilettes publiques. À l'intérieur, alors qu'il examinait son torse nu dans un miroir, tout le monde se mit à le regarder avec stupeur. Lui-même était surpris par son corps sculpté. Il avait réellement rajeuni de manière incompréhensible. La blessure de balle qu'il avait à la taille avait disparu, tout comme la douleur qu'il subissait à cause de sa maladie mortelle. Il ne savait pas comment tout cela était possible, mais une chose était sûre, personne ne pourra le reconnaître désormais. Ils auront beau trouver les traces qu'il laissera derrière lui, le Pietro qu'il recherchait restera introuvable. Regardant sa chemise trouée, il décida de changer de vêtements. Il vit alors 2 hommes, à l'apparence menaçante, discuter à haute voix en fumant. Il s'approcha d'eux d'un air calme. Ils étaient dans une zone non-fumeur, et il ferait mieux de fumer leurs cigarettes dehors. Agacés, les 2 voyous tentèrent de l'intimider. C'était à eux qu'il parlait de cette façon. C'est à croire qu'il voulait se faire tabasser. Mais Pietro n'était pas impressionné. Bien sûr qu'il leur parlait. Ils étaient les seuls fumeurs dans la pièce. Énervé, le plus gros des 2 gifle Pietro d'un coup sec, lui disant qu'il le laisserait partir parce qu'il était de bonne humeur aujourd'hui. Mais il ferait mieux de ne pas fourrer son nez partout s'il ne voulait pas mourir jeune. Comprenant que la discussion ne servait à rien, Pietro se dirigea vers la porte de sortie, sans un mot, sous le regard moqueur des 2 gangsters. Une fois devant la porte des toilettes, Pietro ferma le verrou. Il allait se débarrasser de ces imbéciles en vitesse, au lieu de perdre son temps à leur parler. Les 2 gangsters le regardaient se diriger vers eux, l'air confiant. Pietro se mit à retrousser ses manches. Il allait leur montrer les conséquences de ne pas respecter leurs aînés. Le plus gros des gangsters en avait assez. Ce gamin cherchait vraiment à mourir. Il leva sa main et tenta de le gifler à nouveau, mais Pietro le roua 2 coups, à une vitesse fulgurante. Un coup aux côtes, un autre à la gorge, et le gros gangster était à terre, assommé. Choqué par la scène, son compagnon sortit un couteau et tenta d'intimider l'assassin. Savait-il à qui il avait affaire? Pietro n'en avait aucune idée, mais il savait une chose, c'est qu'il tenait son couteau à l'envers, et que ça pourrait lui coûter un doigt. Le voyou était confus, mais il menaça Pietro avec son couteau. Pietro n'était pas impressionné. S'il voulait vraiment le poignarder, il ne tiendrait pas son couteau de cette manière. Agacé, le gangster se jeta sur Pietro. Ce dernier le désarma d'un mouvement habile, et agrippant le couteau, il l'attaqua à 3 reprises, rapide comme l'éclair. Le gangster était stupéfait. Il tomba au sol, se tenant la gorge et criant de douleur, avant de se rendre compte qu'il n'était pas blessé. Pietro le regarda de haut. S'il l'avait voulu, chacune de ses attaques aurait pu lui être fatale. Le gangster avait du mal à regagner son calme et lui demanda qui il était, d'une voix tremblotante. Pietro le regarda fixement, puis lui agrippa les épaules. Il n'avait pas intérêt à savoir qui il était, car cela voudrait dire qu'il devrait mourir. Le jeune homme prit ensuite les vêtements de l'un des voyous, le laissant à moitié nu dans les toilettes. Dorénavant, il ferait mieux de vivre leur vie correctement. En sortant, Pietro vérifiait son compte bancaire, constatant que tout son argent avait disparu.
Il les avait pourtant avertis de ne pas toucher à son argent. Au final, l'organisation qu'il considérait comme un foyer avait dévoilé son vrai visage. Pietro avait grandi dans un orphelinat très particulier, géré par une institution religieuse. Désormais, 50 ans après qu'il l'avait quitté, cet endroit s'était transformé en un immense cartel extrêmement puissant. Son influence s'étendait au business et même à la politique. Usant du nom de Glory Group comme couverture, l'organisation pour laquelle Pietro avait travaillé pendant de nombreuses années dominait désormais le monde du crime. Le regard de Pietro brillait de fureur, puisqu'il avait amené l'organisation à sa présente puissance. Il la détruira de ses propres mains. Ailleurs, un homme était assis dans une chambre froide, semblant étonné que son visiteur soit venu seul. Le nouveau venu était la pieuvre, qui regardait sa cible avec un air méprisant. Il était à lui seul suffisant pour s'en occuper. Il n'était pas venu pour faire la conversation. Il voulait en finir rapidement. L'homme souria. Il avait préparé une petite surprise pour son invité. Aussitôt, des hommes à la carrure impressionnante, armés de machettes, encerclèrent la pieuvre. Cet endroit était la base des mercenaires Vacna, la meilleure compagnie militaire privée de l'Ouest, et l'homme assis en était le chef. Malgré le danger imminent, la pieuvre resta imperturbable, causant au chef des mercenaires de froncer les sourcils. Ce bâtard chauve n'était même pas l'un des 12 disciples. Pourquoi était-il si serein? À son signal, les hommes encerclant la pieuvre se jetèrent sur lui. Ce qui s'ensuivit laissa l'homme en état de panique. La pieuvre avait facilement terrassé ses assaillants avec sa compétence d'hypermobilité. Il tenait sa dernière victime dans une prise défiant les capacités humaines. Et d'un air sournois, il tourna la tête vers le chef des mercenaires. Il s'attendait à une surprise, mais il était assez déçu. Le chef des mercenaires, terrifié, lui cria de ne pas s'approcher, mais la pieuvre lui sauta dessus avec un sourire perturbant. De retour à son repère avec la jeune fille, la pieuvre était surpris de découvrir que ses hommes avaient été tués et que les caméras avaient été détruites. Pourtant, aucune trace d'arme n'était trouvable. L'assassin ne pouvait être que Pietro. Comment ce vieillard avait-il réussi à tuer ses hommes? Qu'importe, il aura sa peau et la prime avec. Se tournant vers la jeune fille, il l'ordonna de l'avertir au moindre signe de Pietro. Cette dernière, se souvenant de la bienveillance du vieil homme, acquiesça à contre-cœur. Plus tard, dans le restaurant qui servait de façade à son repère, la pieuvre accompagnée de l'un de ses sbires découvrit un jeune homme assis à une table, dégustant son plat. Pensant qu'il s'agissait d'un client, le serveur lui dit qu'ils étaient fermés pour la soirée. Avait-il passé une réservation? Pietro répondit, sans lever les yeux de son plat. Il n'avait pas de réservation, mais plutôt un compte à régler. La pieuvre intervint alors. Lui devait-il de l'argent? Pietro leva les yeux, le fixant du regard. Effectivement, mais la somme était plutôt conséquente, environ 7,6 milliards. La pieuvre, d'abord amusée, ouvrit les yeux d'un air terrifiant. Il ordonne à ses hommes de verrouiller les portes. Ce jeune homme était relié à Pietro, et il avait l'intention de lui faire avouer tout ce qu'il savait. En examinant le jeune homme de plus près, il n'avait pas l'air de faire partie de l'organisation. Était-il le fils caché de Pietro, ou encore son disciple? C'était improbable. Pietro avait toujours été un loup solitaire. Ne parvenant pas à identifier le jeune homme, il lui offrit deux options. Leur révéler la cachette de Pietro et partir vivant, ou résister et crever ici même. Le jeune homme, avec un air pensif, déclara qu'il n'avait besoin d'aucune de ces options, mais il avait une troisième option en tête. Toutefois, personne n'avait jamais survécu après l'avoir entendu. Il avait tué ses hommes de ses propres mains, et son nom était Pietro. La pieuvre était irritée, ne le croyant visiblement pas. Qu'est-ce que c'était que ces histoires? Le jeune homme, avec un ton moqueur, lui répéta qu'il avait tué ses hommes. Était-il sourd à un si jeune âge? La pieuvre regagna son calme, ne se laissant pas provoquer davantage. Si Pietro n'avait pas tué ses hommes, mais plutôt l'individu devant lui, les choses allaient se compliquer. Il fixa le jeune homme du regard, qui dégustait calmement son repas. Pour la dernière fois, qui était-il et comment était-il relié à Pietro? Derrière lui, ses subordonnés se préparaient à passer à l'action. Le jeune homme était imperturbable, observant la jeune fille sortir son couteau. Il n'y avait qu'un seul moyen pour lui d'avoir les réponses qu'il voulait. Il devrait le tuer. La pieuvre se mit à sourire. C'était bien pratique, puisque tuer était ce qu'il faisait de mieux. Il donna le signal, et le serveur pointa son arme sur le jeune homme. Mais au moment où il s'apprêtait à tirer, sa gorge fut transpercée par des baguettes, le faisant s'effondrer par terre, sous le regard choqué de la jeune fille. Il avait touché un point vital, avec une précision mortelle. Comme si de rien n'était, Pietro saisit une autre paire de baguettes, se remit à manger.
La jeune fille était abasourdie. Il avait l'air d'avoir son âge, mais aucun de ses pairs au Glory Club n'était aussi compétent. La pieuvre semblait impressionnée par l'habileté du jeune homme. Pas mal pour un coup de chance. À quelle organisation appartenait-il? Pourquoi ne pas rejoindre le Glory Club? D'un air nonchalant, il se rapprocha de Pietro et sortit soudainement son arme, tirant une rafale de balles sur lui. Le jeune homme renversa la table et se cacha derrière, mais les balles traversaient facilement le bois. En voyant cela, la pieuvre se mit à rire. Se croyait-il dans un film? Une table pareille ne pourrait pas arrêter de balles. Il n'eut aucune réponse. Il commença alors à s'avancer vers la table ensanglantée. Il plongea soudainement derrière la table, prêt à en découdre. Mais à sa grande surprise, le jeune homme avait disparu. De plus, ce qu'il avait cru être du sang était en fait de l'huile de piment rouge. Pris de panique, la pieuvre se mit à chercher le jeune homme des yeux. Mais où était-il? Combattait-il un fantôme? Soudain, il leva instinctivement les yeux et vit Pietro suspendu à un pilier. Ce dernier sauta immédiatement et cracha l'huile de piment qu'il retenait dans sa bouche sur le visage de la pieuvre. Avec la vision de ce dernier, temporairement altéré, le jeune homme se lança dans une série de coups de poing rapides, commençant par un coup au bras lorsqu'il tenta de lui tirer dessus, suivi d'un coup plus puissant qui détruit l'arme, et pour finir, un coup dévastateur atterrit sur le visage choqué de la pieuvre. Ce dernier n'avait rien vu venir. Comment pouvait-il être aussi rapide? Ne lui laissant pas l'occasion de reprendre ses esprits, le jeune homme se saisit de sa tête à deux mains et la tordit dans le sens inverse. La pieuvre tomba à terre, sa nuque semblant brisée et une expression de choc apparaissant sur son visage. Ça n'avait aucun sens. Il avait affronté d'innombrables combattants au fil des ans. Jamais il n'avait vu une chose pareille. Son esprit s'égara dans les lointains souvenirs de sa jeunesse. Son instructeur de l'époque, dont l'entraînement était infernal, leur répétait sans cesse que dans le domaine de l'assassinat, il serait confronté à de nombreux adversaires redoutables et qu'il leur fallait à tout prix exploiter tout moment d'inattention pour espérer survivre. Il s'agissait alors d'agir ou de mourir. Très jeune, la pieuvre avait déjà créé une technique spéciale que lui seul pouvait utiliser, se servant de sa flexibilité effrayante pour soumettre ses adversaires. Bien que cette compétence était incroyablement efficace, son instructeur le poussait à aller plus loin pour en faire une arme mortelle. Les paroles de son instructeur étaient gravées dans son esprit. Un assassin était toujours sur ses gardes, et jamais, au grand jamais, il ne tournait son dos à son adversaire. Ses yeux s'ouvrirent soudain, et d'une prise puissante, il attrapa la cheville de son adversaire, qui lui avait tourné le dos. À une vitesse incroyable, il s'enroula tel une véritable pieuvre autour du jeune homme. Usant de sa technique de signature, il tordit le corps de Pietro jusqu'à l'asphyxier. Son étreinte était si puissante qu'elle fit virer le visage de son adversaire au violet en raison du manque de sang et d'oxygène. Il resserra alors son étreinte avec une expression excitée sur le visage. Il était assassin bien avant la naissance de ce petit morveux. Comment osait-il le prendre de haut, à présent qu'il crève? C'est alors qu'une voix étrangement calme se fit entendre. Eh bien, ça lui en a pris du temps quand même. Secoué, la pieuvre leva les yeux et vit le jeune homme qu'il pensait étrangler, debout devant lui, indemne. Il refusait d'y croire, mais il regarda ensuite la personne qu'il avait dans son emprise mortelle et réalisa que c'était son subordonné. Horrifié, la pieuvre leva les yeux vers le jeune homme, debout au-dessus de lui. Ayant travaillé dans ce domaine pendant une décennie, il était sûr de mourir aux mains de ce diable. Sa force et sa technique valaient les 12 disciples de l'organisation. Il pouvait même être encore plus fort. Son arrogance fit place à la peur, et son instinct de survie prit le dessus. Il se mit alors à supplier le jeune homme de l'épargner. Il pouvait trouver un arrangement. Il s'empressa de se lever et se saisit immédiatement de la jeune fille. Il tint fermement son visage et l'offrit au jeune homme. Elle n'avait pas beaucoup d'expérience, mais elle pouvait être utile. La fille, terrifiée, refusait d'être livrée au jeune homme effrayant. Mais son supérieur lui cria au visage qu'elle se taise. Comment osait-elle interrompre ses négociations? Contre toute attente, le jeune homme accepta son offre. Visiblement, les membres du Glory Club étaient prêts à tout pour sauver leur peau. Voyant le jeune homme accepter, la pieuvre était euphorique. Il abandonne alors la jeune fille à son sort et se dirige vers la sortie, qu'il l'utilise comme il le souhaite. Et en retour, il ferait comme si de rien n'était. Mais en réalité, il n'avait aucune intention de laisser passer cette humiliation qu'il avait subie. C'est à ce moment que la voix du jeune homme retentit derrière lui, interrompant ses manigances. Un assassin était toujours sur ses gardes. Et jamais, au grand jamais, il ne tournait son dos à son adversaire. La phrase familière prononcée par le jeune homme le prit de surprise. Ces mots résonnaient étrangement avec ceux de son instructeur de l'époque. Non, ils étaient parfaitement identiques. Un flash de souvenir remplit son esprit, et l'horreur de la réalité vint ensuite.
C'est impossible. Le jeune homme était le redoutable Pietro et l'instructeur de sa jeunesse. La pieuvre était figée de peur, et il entendit la voix glaciale de Pietro. Il le savait probablement déjà, nul n'avait survécu, après avoir découvert son identité. L'instant d'après, Pietro était devant lui, le sourire aux lèvres, enchaînant une technique dévastatrice, qui tordit la pieuvre à tel point que ses os se brisent, le tuant sur place. Plus tard dans la nuit, un homme portant un tatouage particulier sur le dos se tenait en équilibre à une main sur le toit d'un gratte-ciel. Un de ses subordonnés l'informa que la pieuvre était morte et qu'aucune trace n'avait été retrouvée sur les lieux. Même les caméras de surveillance avaient été détruites. L'homme tatoué était amusé. Un vieil homme blessé, dont les jours étaient déjà comptés, avait éliminé 4 de leurs hommes. Il se mit debout, exposant son corps extrêmement musclé. Désormais, la mission sera élevée au rang triple S, avec une prime de 7,6 milliards. Il ordonna ensuite à son subordonné de notifier tous les assassins de l'organisation. La chasse du légendaire Pietro était à présent ouverte. Plus tard, dans les rues animées de la ville, un jeune garçon attira l'attention de son père vers une publicité sur l'un des écrans. De nombreux passants avaient également les yeux rivés sur le même écran, dont Pietro. La publicité affichait une photo d'un vieil homme avec un message demandant de l'aide pour les personnes âgées et sans abri. En réalité, c'était un message codé de l'organisation, appelant à la traque de Pietro. Comme si cela ne suffisait pas, des jeunes distribuaient des flyers dans les rues, portant le même message. L'un d'eux s'approcha de Pietro. Ce dernier regarda sa photo, brûlant de colère. Il n'avait pas besoin de le chercher, il allait bientôt leur rendre visite. Déterminé à détruire l'organisation qui l'avait trahi, Pietro savait que la tâche ne serait pas facile. Il avait besoin de renforts, et une seule personne lui venait à l'esprit. Ceci dit, cette personne est extrêmement excentrique, et l'idée de la rencontrer le mettait quelque peu mal à l'aise. Plus tard dans la nuit, Pietro s'approcha d'un bâtiment abandonné. Il y pénétra et vit de nombreuses personnes dormant sur le sol. En passant à travers cette mer de personnes clairement insalubres, il se demandait comment leur nombre augmentait à chaque visite. Il arriva de l'autre côté et examina les affiches sur le mur. C'était quelque part par là, entre les annonces de vente d'organes et ceux des prostituées. Il trouva finalement le mécanisme qu'il cherchait et appuya dessus, révélant un passage secret. Il traversa la porte et descendit les escaliers sombres, jusqu'à atteindre un appartement magnifiquement meublé. Ce n'était pas sa première visite, mais il était toujours étonné par la vue de cette pièce incroyable. Il admira la vue, des fournitures luxueuses et des bouteilles de vin coûteuses alignées sur les étagères. L'endroit était tout simplement recouvert d'argent. Cependant, il fut rapidement ramené à la réalité lorsqu'il remarqua l'extrémité pointue d'une canne, à quelques centimètres de son cou. Sans tourner la tête, il s'exprima d'un ton calme. C'était plutôt absurde de dépenser autant d'argent pour des objets qu'elle ne pouvait même pas voir. Ces mots étaient destinés à la femme debout à ses côtés, tenant l'extrémité de la canne, pointée sur son cou. Cette dernière semblait aveugle, et le chien l'accompagnant, grognait férocement, montrant les crocs au jeune homme. Entendant la voix de Pietro, un petit sourire apparaît sur le visage de la femme. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu à se débarrasser d'un cadavre. D'après son odeur corporelle, il était jeune et ne puait pas l'alcool, comme les mendiants des environs. De plus, son aura meurtrière était trop imposante pour un simple cambrioleur. Exprimant ses doutes à voix haute, elle balança sa canne vers Pietro d'un geste brusque. Il avait été envoyé par le Glory Club, n'est-ce pas? Pietro esquiva de justesse le bout tranchant de la canne, et la femme enchaîna plusieurs attaques visant les points vitaux du jeune homme. Mais Pietro esquiva chaque coup avec aisance, ne semblant faire aucun effort. Son espace de manœuvre était cependant restreint, et il finit par heurter son dos contre un mur. Saisissant cette opportunité, la femme lança sa canne vers Pietro, visant la tête. Mais une fois de plus, il l'esquiva au dernier moment. La canne s'enfonça dans le mur, à quelques centimètres de son visage. Pietro était perplexe. Était-elle réellement aveugle, ne lui laissant aucun moment de répit? La femme sauta en l'air, un coup de pied dévastateur dirigé vers sa cible. Cependant, Pietro en avait assez et la saisit en plein vol, attrapant son bras et sa jambe. Le rictus de la femme se transforma en expression de surprise lorsqu'elle fut projetée sur le canapé. Sa surprise ne lui fit néanmoins pas perdre ses moyens. Un couteau apparut dans ses mains, son bout tranchant dirigé vers le visage de Pietro. Le bref duel n'avait pas de vainqueur déterminé, mais la femme souriait d'un air confiant. Elle ne pensait pas que le Glory Club avait un jeune homme de son calibre. De plus, elle n'avait ressenti aucune intention de tuer dans son attaque. Hésitait-il à éliminer une femme aveugle? Quel dommage. Aussitôt que sa voix se tut, un grognement sourd se fit entendre derrière Pietro. Alarmé,
alarmé. Il tourna la tête, apercevant la gueule grande ouverte du chien, lui sautant à la gorge. Cependant, quelque chose d'inattendu se produit. Le chien féroce qui semblait vouloir déchiqueter Pietro se trouvait désormais sur son dos, appréciant une caresse sur le ventre, tout en remuant la queue, laissant sa propriétaire complètement confuse. Quelques instants plus tard, une bouteille d'alcool ouverte était posée sur la table, et le choc de la femme n'avait pas diminué d'un poil. Elle examinait le visage d'un Pietro exaspéré avec ses mains. Il avait réellement rajeuni, sa peau était lisse, et son odeur de vieil homme avait disparu. Comment était-ce possible? Soudain, elle s'allongea sur le dos par terre. Était-il mort comme ça? Elle voulait essayer. Son chien Mac-King imita son geste, sous le regard confus de Pietro. Voyant que ça ne marchait pas, elle se releva et fixa Pietro d'un regard déterminé. Comment était-il mort? Était-ce un couteau, un pistolet ou peut-être du poison? Son acharnement lui valut un coup au front, la calmant aussitôt. Changeant de sujet, elle lui demanda s'il comptait affronter le Glory Club à lui seul. Comment comptait-il s'y prendre? Pietro répondit avec un sourire. Il comptait infiltrer la grotte du loup. Devant le regard perplexe de la femme, son expression devint sérieuse. L'organisation ne s'arrêterait devant rien pour l'éliminer. Le meilleur moyen de les contrer serait pour lui de devenir une fois de plus un assassin à leur solde. Entendant cela, la femme était alarmée, et pour une raison étrange, son chien l'était également. Après réflexion, elle réalisa que le plan loufoque du jeune homme pouvait être extrêmement efficace. Il avait rajeuni, et plus personne ne pouvait le reconnaître. Il pouvait ainsi s'infiltrer dans l'organisation, sous une nouvelle identité, et les faire danser dans la paume de sa main, alors qu'il planifiait sa vengeance. Impressionnée par son audace, elle le tira par sa cravate, d'un air séducteur, son visage extrêmement proche du sien. Elle était attirée par son caractère effrayant. L'expression de Pietro resta impassible, en lui demandant de le lâcher. Elle était encore plus flippante à ce moment-là. La femme cessa ses avances et se rassit. Aussi brillant qu'était son plan, il était impossible à réaliser, car pour être membre du Glory Club, il devait passer par l'orphelinat de la gloire. Et bien que le vieux Pietro avait réellement grandi à l'orphelinat, le jeune homme devant elle était un parfait étranger qui n'avait aucune chance d'intégrer le Glory Club. Pietro répondit avec un sourire. Il avait trouvé un autre moyen, le seul moyen lui permettant d'infiltrer l'organisation, intégrer le lycée du Glory Group. Quelques jours plus tard, au sein du même lycée, un groupe de jeunes filles était rassemblé. Elles chuchotaient entre elles, leurs visages rougissants, éblouis par l'apparence séduisante du nouvel élève. Son air mystérieux avait chamboulé la jante féminine de l'école, chacune essayant de l'approcher à sa manière. Même l'enseignante n'était pas une exception. Mais Pietro, désormais appelé Kim Sang-soo, était insensible à leurs avances. Il avait une mission à accomplir. Vu de l'extérieur, le lycée du Glory Group semblait complètement normal. Mais en réalité, il existait pour le seul but de former de jeunes assassins, les préparant à intégrer les rangs de l'organisation. Une classe spéciale dédiée à cette tâche existait en son sein. Intégrer cette classe spéciale était le but de Kim Sang-soo et le seul moyen pour lui d'infiltrer le Glory Club. Entouré d'admirateurs, Sang-soo arriva à l'auditorium où un événement spécial avait lieu. La voix de la femme aveugle lui était transmise à travers un minuscule dispositif collé à son cou. Sa voix était inquiétée, lui rappelant que seuls les élèves provenant de l'orphelinat pouvaient intégrer la classe spéciale des assassins. Sang-soo demeura calme. Il y avait une exception unique à cette règle. Et bien qu'elle soit extrêmement rare, il avait sa petite idée sur la manière de procéder. Il monta sur le podium, sous le regard pétrifié de la femme aveugle et de son chien, qui le surveillait à travers un écran. Pas très net ce chien. Sang-soo prit possession du micro et parla à voix haute, attirant l'attention des élèves. Il commença par se présenter, précisant qu'il venait d'être transféré au lycée. Sa passion et son talent étaient le combat, et il était en réalité un assassin. Cette déclaration horrifia tout le monde, y compris la femme aveugle et son chien, bien sûr. Ailleurs, un groupe de personnes à la présence menaçante et armées jusqu'aux dents écoutaient avec intérêt les mots du nouvel élève. C'était exactement son intention. Il allait se démarquer et les obliger à le recruter. Sang-soo, insoucieux, continua son discours, affirmant qu'il allait devenir un assassin studieux, laissant croire qu'il s'agissait d'une simple blague, ce qui apaisa son auditoire alarmé. Peu après être descendu du podium, Sang-soo se retrouva rapidement entouré par un groupe d'étudiants menaçants. Il crut que son plan avait fonctionné et que les élèves de la classe spéciale avaient été attirés par son appât. Mais à sa grande surprise, un grand gaillard, avec une cicatrice sur les lèvres, s'approcha de lui et l'accusa d'avoir séduit sa copine, Yejin. Sang-soo était confus. Qu'est-ce que c'était que cette histoire? Le gros gaillard, nommé Jang Yi-seul, était visiblement bouleversé. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il confrontait le nouvel élève. Comprenant la situation, Sang-soo décida de jouer le jeu. Cela pourrait être une bonne occasion d'attirer l'attention de la classe d'assassins. Le pauvre Jang Yi-seul était follement amoureux de Yejin. Après des mois d'efforts, elle avait enfin accepté de sortir avec lui. Tout était parfait jusqu'à l'arrivée du nouveau. Il avait séduit sa copine, qui n'avait désormais de yeux que pour lui.
impardonnable. Sans prévenir, il attaqua Sang-Soo, mais ce dernier esquiva d'un mouvement rapide et plongea pour riposter. Jang-gi seul, connu pour sa force dans le district entier, sentit pour la première fois la mort en voyant le poing de Sang-Soo s'approcher à toute vitesse. Il ferma instinctivement les yeux, mais ne sentit aucun impact. Le poing devant lui s'était arrêté, puis une pichenette atterrit sur son front. Il tomba au sol, tremblant de frayeur. C'est alors qu'un enseignant intervint, réprimandant Sang-Soo pour son comportement, avec un carton rouge. Pourquoi pas? Il le saisit ensuite par la joue, le traînant derrière lui. Voyant cela, Jang-gi seul se releva et se mit à crier. Que personne ne le retienne. Il allait se faire la peau du nouveau, mais aussi triste que cela semblait, personne ne le retenait. Pendant ce temps, le groupe d'individus mystérieux discutait la situation présente. Le nouveau venu avait certainement attisé leur curiosité. Certains suggéraient d'attendre d'en savoir plus sur lui, tandis que d'autres trouvaient la situation amusante. Le dernier proposa tout simplement de le tuer. Ok. De retour à l'auditorium, et pendant que Sang-Soo était traîné par le professeur énervé, un visage familier, debout parmi les nombreuses admiratrices du nouvel élève, observait la scène avec stupeur. C'était la jeune fille qui avait essayé d'assassiner Pietro. Elle était horrifiée de le voir. Pourquoi était-il là? Comptait-il détruire l'école? Plus tard, alors qu'elle mangeait sur le banc de la cour, une bioule vit le jeune homme s'installer à côté d'elle, sursautant de surprise. Elle lui demanda ce qu'il faisait là. Sang-Soo poussa un soupir exaspéré. Il fuyait la foule, qui le poursuivait. Il lui retourna alors la question, et elle répondit avec réticence qu'elle n'avait pas beaucoup d'appétit. Le jeune homme regarda alors le plateau, surplombé de nourriture sur ses jambes, puis marqua une pause. Encore heureux qu'elle n'ait pas d'appétit. La jeune fille tourna alors les yeux. Elle se souvenait clairement de la nuit où la pieuvre l'avait offerte en sacrifice au jeune homme. Ce dernier lui avait laissé la vie sauve, à une condition. Son rapport à l'organisation devait mentionner que le vieux Pietro avait tué la pieuvre et ses subordonnés. C'était là sa seule chance de survie. Une biole avait gardé sa promesse, faite au terrifiant jeune homme. Pourquoi était-il donc venu la chercher? Ce dernier la regarda d'un air impassible. Il n'était pas venu spécialement pour la trouver. La jeune fille n'était pas convaincue malgré tout et continua à se plaindre. À cause de lui, l'organisation surveillait chacun de ses mouvements. Irrité, Sang-Soo lui rappela que la seule raison pour laquelle elle était encore en vie était qu'il avait eu la gentillesse de la sauver. Elle retorqua alors qu'il ne l'avait pas sauvée et qu'elle avait survécu par elle-même. Exaspéré, Sang-Soo lui céda la manche. Une biole marqua une pause, puis parla d'un ton sérieux. Il ne connaissait rien à l'organisation. Il n'avait aucune idée de la peur que l'endroit pouvait inspirer, et il ne savait même pas qui elle était. Pensait-il réellement qu'un étranger tel que lui pouvait affronter l'organisation? Sang-Soo avait l'air pensif. Il tourna la tête vers la jeune fille qui s'était levée pour partir. Sartek le plateau. Elle pouvait l'aider à affronter l'organisation. Après tout, ils étaient tous deux dans le même bateau. Avec un ton sincère, il ajouta qu'il comptait sur elle. Une biole. Ou plutôt, Yuna. Entendant cela, la jeune fille s'arrêta brusquement et se retourna, choquée d'entendre qu'il connaissait son vrai nom. Cependant, elle ne vit qu'un siège vide. Le jeune homme avait déjà disparu. Quelques jours plus tard, avait lieu la compétition d'athlétisme du lycée. Sur la piste de course, un certain Jonathan sprintait à toute allure. Il était considéré comme le Usain Bolt de l'école, détenant le record actuel du sprint de 400 mètres. Mais il semblait que son heure de gloire arrivait à sa fin à cause de ce fichu nouveau venu. Alors qu'il courait de toutes ses forces, un Sang-Soo au visage impassible l'avait dépassé d'une bonne dizaine de mètres, ne semblant fournir aucun effort. Après la course, Sang-Soo était immédiatement entouré de ses fans, tandis que Jonathan, en pleurs, était consolé par Jang-gi seul sur le bord du terrain. Derrière eux, une ombre mystérieuse observait le tout depuis les buissons. Plus tard, se tenait le test de vue périodique de l'école. Tous les élèves présents étaient choqués par les capacités inhumaines de Sang-Soo. Ce dernier arrivait à lire les plus minuscules des éléments du tableau, sans même plisser les yeux. Et pendant qu'il démontrait involontairement sa vue d'aigle, la présence mystérieuse continuait de l'observer depuis l'ombre. Il était à présent temps de passer au cours de cuisine, où les élèves avaient comme tâche d'apprendre à couper les fruits de manière extravagante. Pensant que Sang-Soo n'avait jamais tenu un couteau de sa vie, la vieille professeure et certaines de ses camarades l'initiaient à la tâche, lui demandant de faire attention. En bon acteur, Sang-Soo leur dit simplement qu'il ferait de son mieux. Quelques minutes plus tard, il avait sculpté un lapin si bien fait qu'il semblait vivant, toujours sous le regard de l'ombre mystérieuse. Cette personne est un stalker, voilà, c'est dit. Ailleurs, un groupe d'élèves avait encerclé un enseignant de petite taille. Ils étaient de corvée de nettoyage, mais refusaient de faire leur part du travail. Voyant cela, l'enseignant les avait réprimandés, mais au lieu de s'excuser, les jeunes délinquants tenaient tête à leur professeur, l'insultant de tous les noms, et allant même jusqu'à le menacer. L'enseignant était outré. Comment osait-il le traiter de la sorte? En guise de réponse, le meneur du groupe frappa violemment l'enseignant, le projetant au sol. L'un des voyous sortit alors son téléphone, excité à l'idée d'immortaliser le moment.
Soudain, une voix retentit derrière eux. Quelle audace d'oser lever la main sur un enseignant. Sang-Soo, tenant une poubelle, s'approcha du groupe de délinquants qui lui firent face, admettant sans scrupule d'avoir frappé leur enseignant. Le meneur du groupe s'exclama d'un ton menaçant. Il avait intérêt à dégager de là. Sinon quoi? La réponse de Sang-Soo était très calme. Le délinquant cracha alors sur la chemise du jeune homme. Son regard devint glacial, alors qu'il dévisageait son adversaire. Provoqué par son attitude, le meneur attaqua soudainement Sang-Soo, qui se pencha en arrière, esquivant son coup de poing. Furieux, le délinquant se jeta sur lui, balançant ses poings à gauche et à droite, tous esquivés avec aisance par le jeune homme. Les yeux de Sang-Soo étaient rivés sur son adversaire. Il esquiva une dernière attaque, puis saisit le col du délinquant, le projetant au sol avec une balayette. Un de ses acolytes se rua vers Sang-Soo par derrière, une brique à la main, mais Sang-Soo était plus rapide. Le prenant au dépourvu, il balança son poing vers la brique, avec une force impressionnante, la brisant en petits morceaux. Peu après, le trio se tenait sagement devant le jeune homme, s'excusant de leur comportement, leur corps tremblant encore de peur. Après leur départ, Sang-Soo se tourna vers l'enseignant, qui préféra le réprimander d'une voix tremblotante, plutôt que de le remercier, ignorant son commentaire. Sang-Soo remarqua alors que l'un des voyous avait laissé tomber son téléphone et se pencha pour le ramasser, quand soudain derrière lui, l'enseignant qui semblait secoué par le choc, s'était élancé vers Sang-Soo, lui balançant un coup de pied destructeur vers la tête. Avec une expression inchangée, Sang-Soo bloqua le coup sans problème. L'enseignant sourit d'un air satisfait. Il avait vu juste. Il n'était pas un jeune homme ordinaire. Sang-Soo le regarda d'un air interrogateur. Et l'enseignant lui indiqua alors le café qu'il tenait dans la main. Il avait affronté les deux délinquants, puis avait paré son attaque surprise, sans en déverser une seule goutte. Son tempérament changea drastiquement, alors qu'il révéla ses bras solides, et il se mit à interroger le jeune homme. Où avait-il appris ces techniques? Non, pourquoi les avait-il appris? Entendant sa question, le visage de Sang-Soo s'emplit de haine. Il voulait se venger. On lui avait tout pris, son foyer, sa famille et tout son argent. Il n'avait plus rien à perdre à présent. L'enseignant fixa Sang-Soo des yeux, l'air pensif, et lui proposa de rejoindre leur club de bénévolat. Un message codé que le jeune homme déchiffra immédiatement. L'enseignant était l'un des tueurs du Glory Club. Son nom de code, l'instructeur, l'ombre mystérieuse qui le surveillait depuis son entrée au lycée, et notre fameux stalker. Sang-Soo accepta de rejoindre le club, et l'enseignant le guida vers une pièce, dans un couloir sombre du lycée. Une fois arrivé, le jeune homme mit la main sur la poignée de la porte et l'ouvrit, brûlant d'anticipation. Ce qu'il vit à l'intérieur le laissa sans voix. Une salle de classe tout à fait normale, avec des élèves qui semblaient étrangement ordinaires. L'enseignant prit alors la parole et présenta Sang-Soo au reste de la classe, un nouveau membre qui intégrait leur club de bénévolat. Assise au premier rang de la classe, Yuna, qui pensait toujours que le jeune homme en avait après elle, était choqué de le voir là. Sang-Soo lui fit un clin d'œil maladroit, ce qui l'effraya encore plus. Il se présenta ensuite aux membres du club avec un sourire, et intérieurement, il se demandait si ces jeunes gens étaient réellement des assassins formés par le Glory Club. Aussitôt qu'il avait fini de parler, une voix retentit au fond de la classe. Il s'en foutait de connaître son nom. Il voulait plutôt savoir ce qu'un étranger faisait là. Deux membres du club se tenaient devant Sang-Soo. Le premier était mince et élancé, et le deuxième, grand et musclé. Ils semblaient être les meneurs du club, irrités à l'idée qu'un non-membre de l'orphelinat puisse intégrer leur club. C'étaient les frères Dogo. L'aîné nommé Hyun était un combattant spécialisé en vitesse, et son frère, Jay, était un combattant spécialisé en lutte. Tous deux appartenant à la 58e génération de l'orphelinat. Devant leur regard menaçant, Sang-Soo se retint de révéler qu'il faisait partie de la fameuse première génération de l'orphelinat. L'enseignant intervint à ce moment-là, suggérant d'organiser une fête de bienvenue pour Sang-Soo. Les élèves semblaient enthousiastes à l'idée, certains proposant de préparer à boire. L'atmosphère joviale de la pièce changea soudainement. Tous les élèves présents avaient sorti leurs armes. Ils allaient préparer des boissons avec le sang du nouveau venu. Sang-Soo n'avait plus aucun doute. C'étaient bien des assassins formés par le Glory Club. Les frères Dogo se frayèrent un chemin dans la foule d'élèves. Ils allaient s'occuper du nouveau. Yuna essaya de les arrêter, sachant à quel point Sang-Soo était dangereux. Mais les deux ne voulaient pas entendre raison et la poussèrent hors de leur chemin. Qu'importe, elle les avait prévenus. Les deux frères se tinrent devant Sang-Soo, lui demandant s'il savait se battre. Ce dernier répondit modestement qu'il pouvait s'en sortir. En réalité, il avait mené plus de 1500 des batailles les plus sanglantes, mais ces deux-là n'avaient pas besoin de le savoir. Sans prévenir, les deux frères se jetèrent sur Sang-Soo, déterminés à en découdre avec lui.
Leur attaque était parfaitement synchronisée, Young avec un poignard et Jay avec son poing monstrueux, mais Sang-Soo bloqua facilement leur attaque à main nue. Bien que surpris par la force de son adversaire, Young avait une expression terrifiante sur le visage. Cet endroit n'était pas un repère de voyous de quartier. Des gens comme lui ne pouvaient comprendre la raison pour laquelle ils risquaient leur vie. Son frère Jay, tout aussi sérieux, renchérit qu'ils allaient devenir les meilleurs assassins du monde, comme leur idole, le légendaire Pietro. Un gentil garçon de bonne famille n'avait pas sa place ici. Irrité, Sang-Soo les repoussa, se libérant de leur emprise. Leur manie de se finir les phrases de l'un l'autre lui tapait sur le système. Il se mit en position et les invita à l'attaquer ensemble. Son air arrogant avait provoqué la colère des deux frères. Ils n'avaient aucune idée du poids de leurs 18 ans d'entraînement. Ils se lancèrent sur lui, le traitant de jeune fou. Sang-Soo les regarda d'un air vexé. Ce jeune fou avait vécu pendant 65 ans. Un peu plus tard, les frères Doggo, transpirants et haletants, étaient entourés par leurs camarades de club, les félicitant d'avoir remis le nouveau à sa place. Young se vanta de n'avoir même pas utilisé la moitié de sa force. Le nouveau était tellement terrifié qu'il s'était enfui. Mais une seule personne n'avait pas gobé l'histoire. Dans un couloir faiblement éclairé, alors que Sang-Soo s'éloignait du club de bénévolat, il entendit une voix, l'appelant par derrière. C'était Yuna, qui l'avait suivi dehors en douce, ne comprenant pas pourquoi il avait ménagé les deux frères. Sang-Soo essaya de feindre l'ignorance, mais sans succès. Elle avait observé son combat de près, et à aucun moment, il n'avait mis de force dans ses poings. Il n'avait fait que jouer avec ses adversaires, depuis le tout début. Sang-Soo fit semblant d'être confus et prétendit faire toujours de son mieux pendant les combats. Cependant, la jeune fille n'était pas dupe. Contrairement aux deux frères qui semblaient avoir couru un marathon, ils n'avaient même pas commencé à transpirer. Exaspérée par son silence, Yuna le poussa contre le mur. Elle se rapprocha de lui et le regarda droit dans les yeux. Sa présence à l'école était déjà suspecte. Pourquoi cacher ses compétences réelles? Une chose était sûre, elle n'avait pas besoin de le tenir comme ça. Malgré tous ses efforts pour le faire avouer, Sang-Soo la regarda simplement avec une expression vide. Un silence gênant s'installa pendant un moment. Puis Sang-Soo glissa par terre, sous son bras, et s'échappa de son emprise, lui disant qu'il était l'heure de déjeuner. Le regardant partir, Yuna était extrêmement frustrée. De quel déjeuner parlait-il? Il était minuit passé. Plus tard dans la nuit, dans une station de bus, un chauffeur de petite taille sirotait son café, excité d'avoir pu louer son bus au prix d'1 million. Peu après, ses passagers étaient arrivés, mais que voyait-il? Un seul homme avait-il loué le bus à 1 million, pour lui seul? L'homme à lunettes acquiesça sa question. Il sera le seul à voyager. L'homme semblait transporter des valises, beaucoup trop de valises. Mais qu'importe, à ce prix, le chauffeur n'avait aucun problème. Il proposa de l'aider à les charger. Cependant, il fut interrompu par l'homme, qui l'empêcha de toucher aux valises. Son regard était terrifiant lorsqu'il lui demanda s'il voulait parier sur le contenu des valises. Un peu plus tard, pendant qu'il conduisait le bus, le chauffeur était encore secoué. Il n'avait pas accepté de parier. Mais une chose était sûre, son passager était dangereux. De plus, il était certain d'avoir vu l'une des valises bouger. Le lendemain à l'école, l'instructeur informa les élèves d'une nouvelle mission. Le client, Choi Eun-chang, président du groupe DA, était l'un des plus grands sponsors du Glory Club. Il leur expliqua que l'équipe qui réussira la mission recevra un certificat de bénévolat ainsi qu'une recommandation du président, ce qui signifie qu'ils deviendraient officiellement des assassins certifiés du Glory Club. L'instructeur révéla ensuite l'objectif de la mission. Il s'agissait de récupérer des adolescents kidnappés, dont l'un d'eux était le fils unique du président. Une des élèves fit remarquer que le client pouvait simplement laisser la mission de sauvetage à la police. L'enseignant acquiesça. C'était vrai, mais cette fois-ci, le sauvetage n'était qu'une partie de la mission. L'objectif principal du client était la vengeance. Cela dit, leur mission à eux consistait simplement à récupérer l'adolescent kidnappé. L'instructeur demanda alors aux élèves de lever la main s'ils étaient intéressés. Cependant, personne ne se porta volontaire. L'instructeur se mit à insister. Ils devaient attendre 2 ans de plus pour devenir des tueurs officiels. Sans cette offre, c'était une opportunité sans pareille pour obtenir rapidement leur certificat. Mais les élèves restaient indifférents. Certains pensaient qu'une tâche pareille devait être confiée à des adultes. C'est alors que les frères Doggo intervinrent, affirmant qu'ils étaient les seuls capables d'accomplir la tâche. Cependant, ils remarquent rapidement qu'ils n'étaient pas les seuls intéressés, car Sang-Soo et Yuna avaient tous deux la main levée. Yuna cria à Sang-Soo d'arrêter de l'imiter, mais il prétendit que sa main était levée avant. Les frères Doggo, excités à l'idée de la mission, demandèrent à l'instructeur s'ils devaient simplement y aller et tabasser un tas de gens. Mais l'instructeur les arrêta sur le champ. Pour commencer, ils devaient se rendre à un endroit très spécial. Entendant cela, le visage de Sang-Soo devint sérieux. C'était enfin sa chance d'infiltrer officiellement l'organisation. Le lendemain, ils se retrouvèrent dans un parc d'attractions bondé de gens.
C'était là l'endroit spécial où allait se dérouler la mission et où il devait se fondre dans la masse pour récupérer les otages kidnappés. Sang-Soo et ses compagnons arrivèrent sur les lieux de la mission, un parc d'attractions bondé de monde dans lequel un défilé semblait avoir lieu, avec des danseuses portant des tenues colorées. Les frères Doggo, observant les danseuses avec étonnement, prétendaient que s'habiller ainsi n'avait rien de divertissant. Mais lorsque l'une des danseuses les salua, ils étaient trop envoûtés par sa tenue pour répondre à son salut. Tout le groupe portait des articles du parc d'attractions pour se fondre dans la masse. Et alors que Sang-Soo était accosté par des filles qui voulaient son numéro, Yuna réfléchissait intensément à la manière de mener à bien leur mission. Quelques heures plus tôt, l'instructeur leur avait indiqué l'endroit où le fils du président avait été kidnappé. Il leur montra la photo du garçon, ainsi que d'autres détails sur les écrans, et les informa que leur travail consistait à sécuriser l'otage et à neutraliser son ravisseur. Yuna sortit la carte du parc. Le garçon avait été vu pour la dernière fois dans les alentours. Elle examina attentivement la carte, se demandant où il pouvait être à présent. Elle n'était même pas sûre s'il était encore en vie. Yuna leva les yeux vers Sang-Soo. Elle se demandait s'il pouvait trouver une solution à leur situation actuelle, car d'habitude, il semblait presque tout savoir. Soudain, Sang-Soo lui indiqua une direction, proposant d'y commencer leur enquête. Le groupe se dirigea alors vers l'une des attractions du parc. Une fois sur place, l'employé en charge s'excusa de ne pas les laisser entrer. L'attraction en question nécessitait une réservation. Les deux frères étaient déçus, et l'employé les invita à utiliser l'application pour réserver leur place. Il était extrêmement clair qu'ils n'avaient pas l'habitude des parcs d'attractions. Sang-Soo était complètement largué. Après tout, c'était un vieux de 70 ans dans le corps d'un jeune homme. Pendant ce temps, Yuna, qui avait installé l'application du parc, découvrit que les attractions les plus populaires, comme Atlantis ou la maison hantée, étaient complètement pleines. Hyung, voyant Yuna absorbée par l'application, lui reprocha de ne pas se concentrer sur la mission. Elle n'était visiblement pas faite pour le domaine. Quelques instants plus tard, lui et son frère étaient tellement absorbés par les attractions qu'ils avaient complètement oublié leur mission. D'abord sur un carrousel, frappant les chevaux jouets, comme s'ils étaient réels. Leur comportement surexcité choquait les enfants autour d'eux. Ensuite, ce fut au tour des autotamponneuses. S'imaginant être des légendes de Formule 1, ils coursaient des enfants ayant la moitié de leurs âges. Pendant ce temps, Yuna et Sang-Soo se dirigèrent vers un stand de tir. Le manager leur expliqua les règles. C'était très facile. Il fallait tirer sur des cibles pour gagner un prix. Mais intérieurement, ce dernier était très excité. Ces jeunes idiots n'arriveront jamais à gagner à son jeu, qu'il avait soigneusement truqué. Yuna se saisit de l'arme, se lamentant de ne jamais avoir utilisé de faux fusils. Le manager, cachant son excitation, l'encouragea à essayer. Quelques instants plus tard, il était à genoux, choqué de voir que la jeune fille avait remporté tous les gros prix du jeu. Cette dernière était toute contente, ne réalisant pas son exploit. Plus tard, Sang-Soo, plongé dans ses pensées, fut interrompu par Hyung, qui l'invita à les rejoindre pour un autre tour. En les regardant, il réalisa que c'était probablement leur première fois dans un parc d'attractions. Comme tout enfant de l'orphelinat du Glory Club, ils avaient sûrement eu une enfance difficile, tout comme lui. Il les regarda pendant un instant, puis décida de les laisser s'amuser. Après tout, nul ne savait quand il pourrait s'amuser de la sorte, dans le futur. Peu de temps après, Yuna s'assit sur un banc, grignotant comme d'habitude. Soudain, elle reçut une notification sur son téléphone, indiquant qu'elle détectait des AirPods appartenant à un dénommé Choi Yunel. Elle se souvint que c'était le nom du fils du président qu'ils étaient censés sauver. Yuna réalisa que le garçon devait être quelque part, autour de sa position actuelle. Sans perdre de temps, elle se leva et commença à chercher d'où provenait le signal. L'atmosphère devint bizarre lorsqu'elle se rendit compte que le signal provenait des toilettes des femmes. Quelqu'un les avait peut-être ramassés, ou alors ils appartenaient à quelqu'un d'autre, portant le même nom. Yuna se demanda si elle devait appeler les autres en renfort ou gérer la situation elle-même, et se décida finalement sur la deuxième option. À l'intérieur, elle ne vit rien d'anormal. La seule personne présente était une femme qui se maquillait. Mais une chose était inhabituelle. Le signal s'intensifiait et Yuna était sûre qu'il provenait de cette femme. Elle décida de lui demander et s'approcha de la femme, se rappelant de sourire pour ne pas l'effrayer. Elle lui demanda d'où venaient ses AirPods, mais son sourire était extrêmement malaisant et provoqua l'effet inverse. La femme était instantanément terrifiée et se mit à crier de frayeur. Son copain sortit soudainement d'une des cabines en entendant ses cris. La femme prétendit que Yuna était une folle qui voulait l'agresser, laissant cette dernière abasourdie. Ce n'était pas du tout son intention. Le compagnon de la femme se tint devant Yuna pour la confronter. Elle avait une belle gueule, mais dire que c'était un pickpocket. Yuna tenta de s'expliquer, c'était simplement un malentendu. Mais l'homme l'ignora et s'avança vers elle, d'un air menaçant. Il essaya de la frapper, mais Yuna esquivait toutes ses attaques. La femme tenta de l'arrêter, elle ne voulait que des excuses, mais l'homme insistait pour lui donner une bonne leçon.
Pendant ce temps, à l'extérieur, Jay se demandait où était Yuna, car il ne l'avait pas vue depuis un moment, et Hyang suggéra qu'elle était probablement en train de manger quelque part. Il demanda ensuite à Sang-soo s'il l'avait vue, et ce dernier répondit qu'il ne l'avait pas vue, mais assura aux deux frères qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour elle. Au même moment, Yuna faisait face à son agresseur. Puis d'un saut impressionnant, elle esquiva son attaque, en sautant par-dessus son épaule. S'installant sur son dos, elle le tint dans une prise maîtrisée et pointa l'extrémité de sa sucette vers son oreille sans défense, l'obligeant à se calmer. Elle avait réagi sans trop y penser, mais cela avait failli lui coûter son oreille droite. Ensuite, ignorant l'homme qui tremblait de peur, elle fit face à la femme et lui demanda cette fois-ci sans un sourire d'où venaient les AirPods. Cette dernière, cédant à la pression, se mit à parler. Plus tard, Yuna retrouva les garçons à l'extérieur et vit que Sang-soo attirait toujours autant l'attention de la foule, qu'importe l'endroit. Elle leur fit part de ses trouvailles et révéla que les AirPods appartenaient au fils du président et qu'elle savait où ils avaient été perdus. Entendant cela, Sang-soo affirma qu'il avait pensé au même endroit. Il y avait toujours beaucoup de monde dans un parc d'attractions, et le seul endroit où une personne pouvait disparaître était un endroit qui rendrait normal le comportement d'un kidnappé. Cela devait être un endroit où il n'était pas étrange de crier ou de sauter sur quelqu'un. Sang-soo montra ensuite son téléphone. L'onglet de réservation de la maison hantée indiquait qu'elle était réservée pour la journée entière, mais il n'avait vu personne y entrer. Il était sûr que les otages étaient retenus dans la maison hantée. Peu après, le groupe se dirigea vers l'entrée et ils ouvrirent le portail. Comme d'habitude, les frères Doggu prirent les devants. En marchant dans le couloir effrayant, la voix de Hyang était sérieuse. Ils ne savaient pas ce qui les attendait à l'intérieur, qu'ils le suivent prudemment. Yuna se retourna vers ce dernier. Il pourra dire une chose pareille quand il parviendra à lâcher ses vêtements. Embarrassé, Hyang prétendit qu'il surveillait ses arrières, mais tout le monde savait qu'il était juste effrayé, alors que les deux se chamaillaient comme des enfants à l'arrière. Sang-soo resta concentré sur la mission, menant la marche. Ils avaient parcouru une dizaine de couloirs, et il trouvait étrange qu'il n'y avait personne dans les alentours. Marquant un silence, il dit soudainement aux autres de se préparer. Leur mission était sur le point de commencer. Un nuage de fumée se mit alors à submerger le couloir, se dirigeant lentement vers le groupe. Les deux frères étaient inquiets et se tournèrent vers Sang-soo. Allait-il s'en sortir? Sang-soo leur répondit mystérieusement qu'ils avaient déjà parcouru la moitié du chemin. Il se rappela les paroles de l'instructeur. Leur mission était de récupérer les otages et d'appréhender le criminel. Et pour ce faire, ils devaient se laisser kidnapper. Ils tombèrent au sol, l'un après l'autre, et Hyang essaya de résister, mais ses paupières étaient lourdes. Alors qu'il perdait conscience, il entendit des bruits de pas et aperçut une silhouette s'avancer vers lui. Au même moment à l'école, une porte s'ouvrit soudainement et l'instructeur entra dans une classe où son assistant supervisait la mission du groupe. L'instructeur était alarmé. Il demanda à son assistant de contacter les élèves en urgence. L'assistant ne comprit pas la raison de son agitation, mais il s'exécuta. Cela dit, personne ne répondait à son appel. La voix de l'instructeur devint sombre. La mission n'était pas aussi simple que prévu. Le kidnappeur n'était autre que Park Sang-do, un ancien membre du Glory Club. À l'époque, il était déjà assez fort pour être considéré comme candidat au statut de disciple. Mais c'était un fou furieux et l'organisation, ne pouvant pas le contrôler, décida de s'en débarrasser. Avec un sourire incertain, son assistant tenta de le rassurer. Leurs élèves n'étaient pas si faibles, ils étaient bien formés et pourront sûrement s'en sortir. Mais l'instructeur secoua la tête. Son expression s'emplit de peur et de la sueur froide coula sur son front alors qu'il se remémorait l'incident d'il y a des années. Inconsciemment, il toucha sa jambe et l'assistant comprit instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Dans une pièce cachée de la maison hantée, plusieurs valises étaient empilées dans un coin. Dans cette même pièce se trouvaient Sang-soo et Yuna. Ils n'étaient pas blessés, juste endormis et attachés à une poutre. Au même moment, une voix enjouée se fit entendre. Il l'avait endormi avec du chloroforme, une matière fréquemment utilisée dans les films. Cela dit, c'était étrange. D'habitude, quand une personne s'endormait sous l'effet du chloroforme, elle dormait avec la bouche ouverte. Pendant ce temps, à l'école, l'assistant regardait l'instructeur d'un air choqué. Il comprenait à présent pourquoi ce dernier était si inquiet. L'instructeur avait sa jambe artificielle, posée sur le bureau. Sa jambe manquante témoignait de la brutalité de Park Sang-do. C'était un homme extrêmement cruel, et si leurs élèves venaient à tomber entre ses mains, il allait se faire un plaisir de leur couper les jambes. Le pressentiment de l'instructeur était exact, car au même moment, Park Sang-do, qui avait remarqué que Yuna faisait semblant de dormir, tendit sa main vers elle, d'un air menaçant. Mais soudain, le téléphone de la jeune fille se mit à sonner, interrompant l'homme dans son acte. Curieux, il s'empara du téléphone et accepta l'appel. De l'autre bout du fil, la voix glaciale de l'instructeur retentit. S'il touchait à ne serait-ce qu'un cheveu de la tête de ses élèves, il mettra sa vie en jeu pour le tuer.
Park Sang-do n'était pas du tout effrayé par les menaces de l'instructeur. Il l'adressa comme un aîné, lui demandant pourquoi il parlait de choses aussi effrayantes. Aurait-il peur que ses élèves subissent le même sort que lui? L'instructeur était furieux, criant de toutes ses forces qu'il lui ferait payer. Mais Park Sang-do l'interrompit. Il semblait prendre plaisir à la situation et proposa un pari morbide à l'instructeur. Pouvait-il deviner combien de jambes de ses étudiants resteront intactes après leur petit jeu? S'il devinait correctement, le fils du président serait épargné. Mais s'il venait à se tromper, les conséquences seraient terribles. La voix de Park Sang-do était extrêmement enjouée. Tout cela était un simple jeu pour lui. L'instructeur resta silencieux, et son assistant qui le regardait ne pouvait pas en croire ses yeux. Le fameux instructeur, avec ses nerfs de fer, était en train de trembler de manière incontrôlable. Park Sang-do, qui s'amusait avec l'instructeur, entendit soudain la voix des deux frères Doggo. Ces imbéciles avaient repris conscience, et au lieu de procéder discrètement, criaient de toute leur force. Le regard de l'assassin devint froid. Il lança une dernière réplique à l'instructeur, puis se dirigea vers les deux voix qui le provoquaient au combat. Il avait intérêt à faire vite, car il ne tarderait pas à commencer son petit jeu. Voyant l'assassin s'éloigner, Yuna ouvrit discrètement les yeux. Elle essaya de réveiller Sang-soo. Il avait la bouche ouverte. Dormait-il réellement? Utilisant ses pieds, elle enleva ses chaussures et tendit son pied vers le visage de son compagnon. Alors qu'elle allait le toucher au visage, Sang-soo tourna sa tête vers elle, lui demandant ce qu'elle faisait. Essayait-elle de le réveiller à l'odeur? Embarrassée, Yuna se redressa. Elle prévoyait de le réveiller en le pinçant du bout des doigts. Sang-soo continua à la regarder avec un air suspicieux. Il était pourtant réveillé depuis le tout début. Yuna était toujours aussi embarrassée, mais ils étaient dans une situation dangereuse, et il devait trouver un moyen de s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Elle se mit à la tâche immédiatement, essayant de défaire ses liens. La voix de Sang-soo interrompit ses tentatives, lui demandant ce qu'elle faisait. Elle se tourna vers lui, et fut choquée de voir que ses mains étaient déjà libres. Devant son regard incrédule, Sang-soo prétendit qu'il venait de se libérer. Mais en réalité, il avait défait ses liens au moment où Park Sang-do avait approché Yuna. Il n'allait quand même pas le laisser lui faire du mal, sans intervenir. Voyant à quel point il était décontracté, dans une situation aussi critique, Yuna précisa que ce n'était pas un simple cas d'enlèvement. Après tout, le kidnappeur était autrefois un membre du Glory Club. La libérant de ses liens, Sang-soo répondit qu'il le savait. Il se mit ensuite à marcher, dans la même direction qu'avait emprunté l'assassin plus tôt. Et d'un ton mystérieux, il demanda à Yuna si elle appréciait les jeux de hasard. Ailleurs, les deux frères Doggo avaient repris conscience et s'étaient libérés, laissant place à leur arrogance habituelle. Ils firent face à Park Sang-do, pensant qu'il s'agissait d'un simple employé. Son petit stratagème était plutôt pas mal, mais ils étaient en pleine mission et il avait intérêt à leur dire où se trouvait le fils du président s'il voulait rester en vie. L'assassin se tint immobile, regardant les deux jeunes hommes avec amusement. Soudain, un sourire effrayant apparut sur son visage. Ils avaient la langue bien pendue pour des petits morveux. Mais qu'importe, il leur proposera un pari. Les deux frères sous-estimaient énormément l'homme qui se tenait devant eux et acceptèrent le pari sans même savoir de quoi il s'agissait. Pendant ce temps, l'instructeur qui entendait le tout à l'autre bout du fil conduisait aussi vite qu'il le pouvait pour atteindre ses élèves. Il ne fallait surtout pas accepter le pari. Après tout, personne n'avait jamais gagné de pari contre cette personne. Voyant l'expression confiante des deux frères, l'assassin se mit à expliquer les règles. S'ils gagnent, il libérera le fils du président. Mais s'ils perdent, leur insolence leur coûtera leurs jambes. Et avec un sourire, il sortit deux lames géantes, à la forme assez particulière. À la vue de l'arme, les deux frères étaient excités à l'idée du combat. Il avait une tête d'employé ordinaire, mais il était plutôt intéressant. D'un mouvement brusque, ils déchirèrent leur t-shirt, exposant leurs muscles saillants. Ils allaient s'assurer de le mettre sur un fauteuil roulant dès aujourd'hui. L'assassin les regardait avec calme. Il balança ensuite l'une de ses lames au pied de Hyang. Il n'avait aucune intention de profiter de leur désavantage. Après tout, un pari n'était amusant que lorsqu'il était équitable. Le sourire calme de l'homme criait au danger, mais les deux frères n'en virent rien. Leur orgueil avait obscurci leur jugement. D'un mouvement rapide, Hyang se saisit de l'arme et se rua en avant. Le maniement du couteau était sa spécialité et il en était le meilleur combattant de sa promotion. Il se mit alors à enchaîner les attaques, chacune plus rapide que la précédente. Malgré son âge, l'homme n'était pas particulièrement fort. Tous deux utilisaient la même technique, et Hyang pensait que si le combat venait à se prolonger, il en ressortirait vainqueur. Cependant, cette pensée lui échappa, lorsqu'il ressentit une coupure sur son visage. C'était étrange, ils avaient pourtant la même lame. Pourquoi était-il donc le seul blessé? Mais l'homme ne lui laissa aucune chance de reprendre ses esprits, et trancha avec sa lame, en direction de son visage. Hyang fut pris de court, mais parvint à dévier le coup mortel, à la dernière seconde.
Il prit du recul et examina son adversaire, puis l'arme. Il avait enfin compris. Ce salaud l'avait bien eu. À la différence de son arme, la lame qui lui avait refilée n'avait pas de tranchant. Il leva ensuite les yeux et vit que l'homme le dévisageait, avec un sourire perturbant sur le visage. À ce moment précis, Song Su et Yuna arrivèrent sur les lieux. Ils étaient là pour les aider, mais Hyang leva sa main pour les arrêter. C'était leur combat, et ils seraient victorieux, qu'importe le prix. Et de toute manière, s'ils n'arrivaient pas à vaincre l'homme à lunettes, les deux autres ne le pourraient pas non plus. Ils n'avaient qu'à se tenir à l'écart et à les regarder faire. Les deux frères se tinrent côte à côte, faisant face à Park Sang-do. Le vieux binoclard était fort, mais ce n'était rien comparé à ce qu'ils avaient subi en grandissant. La dernière épreuve pour quitter l'orphelinat s'appelait le mois de l'enfer. Pendant cette période, les enfants étaient transportés dans une jungle, au milieu de nulle part. Ils devaient survivre tout un mois durant, sans eau ni nourriture, et avec comme arme un simple pistolet et une balle unique, dans un endroit regorgeant de bêtes sauvages. La balle de pistolet qui leur était offerte était utilisée de manière différente, pendant une chasse qui avait mal tourné, ou encore pour trahir un ami, mais pour certains, c'était la seule échappatoire à la souffrance. Les deux frères avaient refusé d'abandonner et avaient continué à se battre pour survivre. Ils s'étaient jurés de ne pas utiliser leurs balles jusqu'à la toute fin. Ils savaient qu'un jour, ces deux balles détermineraient leur destin. Finalement, ce jour arriva et leur adversaire était un ours géant, sorti tout droit des fins fonds de la jungle. À la fin du mois infernal, ils découvrirent qu'ils étaient les deux seuls survivants parmi les centaines d'orphelins envoyés dans la jungle. C'est alors qu'ils entendirent parler d'un jeune garçon connu sous le célèbre nom de disciple Pietro. Dans les 58 années d'existence de l'orphelinat, il était le seul à avoir survécu sans utiliser de balles. Les deux frères avaient passé leurs 10 dernières années à essayer de devenir comme cet assassin légendaire. Un adversaire comme Park Sang-do n'était qu'un obstacle parmi tant d'autres sur leur chemin. Avec un mouvement rapide, les deux frères se jetèrent sur leur adversaire. Jay plongea vers lui, l'attrapant par la taille. Il fit ensuite un signe à la Hyang, qui sauta par-dessus son frère avec une grande agilité, puis trancha vers la tête de l'assassin d'un mouvement rapide. Cependant, Park Sang-do saisit facilement le bras de Hyang et le regarda avec un sourire. Ils avaient parié une jambe, mais il n'avait aucun problème à ajouter un bras à la mise. Il n'eut aucune réponse, et Hyang lâcha la lame qu'il tenait à sa main. Même si la lame n'avait pas de tranchant, il pouvait toujours le poignarder avec. Et au même moment, Jay attrapa la lame qui tombait, et aussitôt attaqua l'assassin de plein fouet. Mais aussi élaboré qu'était leur plan, la différence de technique était trop importante. Et d'un mouvement brusque, l'assassin brisa l'arme avec sa propre lame. Pensait-il sérieusement pouvoir devenir comme Pietro? Il pointa ensuite sa lame vers les deux frères. C'était un kukri, une machette assez spéciale, 3 fois plus lourde qu'un poignard ordinaire, et l'arme qu'il avait maniée pendant toute sa vie. Une lame plus rapide qu'un couteau et plus lourde qu'une hache. L'arme parfaite pour tuer. Les deux frères n'étaient pas intimidés par la démonstration de force de l'homme. Ils se ruèrent vers lui, usant de leur vitesse, mais ce dernier était plus rapide. En un instant, il était devant eux, enchaînant plusieurs coups rapides pour terrasser ses adversaires. Sentant leur conscience s'estomper, les deux frères réalisèrent la force effrayante de l'homme. Mais il était trop tard. Ils tombèrent à terre, sous les cris alarmés de Yuna. Park Sang-do se tourna vers elle. Il ne les tuera pas, puisqu'ils n'étaient que des enfants. Mais il devait quand même récupérer ses gains, une jambe de chacun des deux. Il prit position et leva sa machette en l'air, visant la jambe de Hyang. L'instructeur, toujours au bout du fil, lui cria de les épargner. Sur place, Yuna l'implora de s'arrêter, mais Park Sang-do les ignora. Quand soudain, une voix calme prononça la seule phrase, pouvant attirer l'attention de l'assassin. Était-il intéressé par un pari? Sang-su s'avança vers l'homme, lui proposant de doubler les enjeux. S'il venait à perdre, il offrira ses 4 membres, ainsi que sa tête. L'assassin leva les yeux, amusé par l'offre du jeune homme, et décida de l'accepter. Comme les deux frères avant lui, il lui jeta une machette, disant qu'un pari n'était amusant que s'il était équitable. Entendant cela, Yuna cria à Sang-su que la lame de la machette était défectueuse, mais cela importait peu au jeune homme, qui avait déjà choisi son arme. Un plateau en métal, avec des motifs de fleurs. Cela lui suffira amplement. Voyant cela, Park Sang-do essaya de se retenir, puis explosa de rire face au jeune homme, qui voulait l'affronter avec un plateau à la main. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas ri de la sorte. Cela dit, il n'allait pas le ménager. Et avec une vitesse fulgurante, il se rua vers le jeune homme, sa machette à la main. Son premier coup, destiné à fendre son adversaire en deux, fut esquivé par le jeune homme. Park Sang-do enchaîna alors plusieurs attaques, visant les points vitaux du jeune homme, qui utilisait son plateau métallique comme un bouclier. Malgré qu'il fût impressionné par l'ingéniosité de son adversaire,
L'assassin se mit en position, déterminé à en découdre. Combien de coups pourrait-il parer avec un plateau pareil? L'instructeur qui conduisait en direction du parc d'attractions ne put s'empêcher de paniquer. Il n'entendait plus rien au bout du fil. Que s'était-il passé? Était-ce trop tard? Ses souvenirs se ravivèrent dans son esprit. Les événements de ce jour-là, il ne pouvait pas les laisser se reproduire. C'était il y a des années. Park Sang-do, malgré son jeune âge, était tout aussi épris des jeux de hasard. Ce jour-là, il était dans un casino, faisant face à une employée extrêmement nerveuse. Il lui demanda de parier avec lui. Allait-il s'en sortir vivant? Derrière lui se tenait une équipe d'assassins, envoyés par l'organisation, tous armés jusqu'aux dents. L'instructeur, encore jeune à l'époque, faisait partie de cette équipe-là. Park Sang-do avait causé tellement d'incidents que l'organisation avait préféré se débarrasser de lui. Avec une équipe faite d'assassins de rang B, Park Sang-do était condamné. Mais hélas, ils avaient sévèrement sous-estimé la force de ce monstre, dont la maîtrise de la lame surpassait les capacités humaines. Ce jour-là, l'instructeur désormais infirme avait survécu, mais l'assassin en lui avait succombé. L'attaque monstrueuse de Park Sang-do atteignit le jeune homme et parvint à fondre le plateau en deux. Il le regarda ensuite d'un ton moqueur. Il avait été chanceux sur tout le long, mais à présent, son unique bouclier était détruit. Yuna, observant la scène, sortit son couteau et se devait de l'aider. Mais la voix calme du jeune homme interrompit ses pensées. Une arme pareille n'était pas censée être utilisée de la sorte, mais qu'importe. Regardant les deux morceaux tranchés du plateau, il resserra son emprise monstrueuse, écrasant les rebords pour en faire des poignées, sous le regard choqué de Yuna. Il avait certes perdu un bouclier, mais grâce à lui, il avait désormais une arme. Park Sang-do, qui semblait confiant, commençait à douter de l'identité réelle du jeune homme. Était-ce réellement un simple étudiant? Son esquive à ce moment-là était d'une précision hallucinante. L'homme se mit à enlever sa veste, signalant qu'il allait prendre le combat plus au sérieux. Il lança ensuite sa veste sur le jeune homme, l'aveuglant momentanément. Il devait vérifier si c'était de la chance qui avait sauvé ce dernier, ou bien ses propres capacités. Il s'élança alors à une vitesse incroyable, franchissant la distance qui les séparait en quelques secondes, et enchaîna plusieurs attaques meurtrières, tranchant son adversaire à multiples reprises. Il se mit ensuite à sourire. Il l'avait sûrement touché cette fois-ci. Il avait senti sa lame le trancher. Cependant, avec une vitesse fulgurante, le jeune homme se matérialisa derrière lui. Son attaque meurtrière visait son cou. Pendant une fraction de seconde, Park Sang-do avait senti la mort l'approcher, mais se ressaisit et se mit à reculer en vitesse. Du sang se mit à couler de sa main, qu'il avait utilisée au dernier moment pour se protéger le cou. Une seconde de retard, et sa carotide aurait été tranchée, signant son arrêt de mort. Comment était-ce possible? Était-ce réellement un étudiant? Le jeune homme continua de le fixer d'un air inexpressif, prêt à passer à l'attaque. Park Sang-do eut soudainement une réalisation. L'arme du jeune homme ne pouvait pas trancher à travers ses habits et ne pouvait pas non plus bloquer sa machette. La seule option pour lui de le vaincre serait de viser son cou exposé. Le jeune homme se rua vers lui une fois de plus, extrêmement rapide, attaquant à une vitesse dépassant sa capacité à suivre. Park Sang-do était de plus en plus choqué au fil de la bataille. La question n'était plus si son adversaire était un étudiant, mais plutôt s'il était humain. Yuna, observant le combat, savait que la machette de l'homme était très puissante, au point qu'un coup pouvait être fatal. Mais en revanche, elle était aussi très lourde, ralentissant ses mouvements et donnant à Sang-soo un avantage précieux. Cependant, sa réflexion fut soudainement interrompue lorsqu'une ligne rouge apparut sur le visage de Sang-soo, indiquant qu'il avait été touché. Comment était-ce possible? Il était pourtant plus rapide. Soudain, la voix de Park Sang-do retentit. Il était très important d'utiliser la bonne arme pour tuer un rat comme lui. Et d'un mouvement de ses mains, il révéla des couteaux cachés à l'intérieur de la machette. En voyant cela, Sang-soo réalisa que sans le poids de son arme, son adversaire deviendrait sûrement plus rapide. Aussitôt que la machette toucha le sol, Sang-soo aperçut l'extrémité d'un couteau devant ses yeux. Son adversaire était devenu tellement rapide qu'il était à présent difficile de suivre ses mouvements. Sang-soo arriva quand même à bloquer les attaques de l'homme. Sur le côté, Yuna vit que l'avantage de vitesse de Sang-soo avait disparu. Son adversaire semblait être une personne complètement différente. Mais quelque chose était étrange. L'arme qu'il utilisait était faite pour poignarder, mais ce dernier la balançait dans tous les sens, essayant de trancher son adversaire avec. Alors qu'il réfléchissait à cela, Park Sang-do commençait à perdre patience. Il trouva finalement une opportunité de viser le cou de son adversaire, et aussitôt plongea sa main vers ce dernier. Mais pour une raison étrange, son attaque s'arrêta à quelques centimètres du jeune homme. Sa poignée de main s'affaiblit soudainement, laissant tomber le couteau qu'il tenait. Incrédule, Park Sang-do regarda son couteau tomber à terre, ne comprenant pas pourquoi il ne pouvait plus tenir son arme. Le jeune homme le fixa d'un air calme. Ne pouvait-il plus mettre de force dans ses mains?
Après un moment de silence, ce dernier réalisa finalement que le jeune homme n'avait jamais visé son cou. Il visait plutôt ses mains depuis le tout début. Ses mains étaient à présent couvertes de coupures. Il regarda alors son adversaire d'un visage impassible. Qu'avait-il fait à ses mains? Le jeune homme le regarda froidement. Il avait tranché tous les ligaments, les muscles et les nerfs nécessaires pour utiliser sa main. Il avait usé des bords tranchants du plateau pour cela, car depuis le début, il n'avait jamais eu l'intention de tuer son adversaire. Park Sang-do resta silencieux, refusant d'accepter sa défaite. Comment était-il possible d'être aussi fort? Il était de plus en plus terrifié par ce monstre devant lui, se demandant combien de victimes avait-il déjà dévoré. Sang-soo ignora le visage terrifié de son adversaire, et comme si de rien n'était, froissa le plateau en métal, en faisant un gant autour de sa main. Il se tourna ensuite vers l'homme. Il avait dit qu'un simple plateau ne pourrait jamais vaincre une machette en acier. Il se mit alors en position. Il allait lui montrer comment un œuf pouvait détruire un rocher. La peur commença à se saisir de Park Sang-do, et son esprit sombra dans de lointains souvenirs. Des garçons plus âgés brutalisaient un jeune garçon attaché à un arbre, allant même jusqu'à uriner sur son visage. Le regard du jeune garçon était plein de haine. Chaque jour, il pensait à tuer ceux qui le maltraitaient, mais il n'avait ni la force, ni le courage de les affronter. Son quotidien était parsemé de douleur et de peur, de chagrin et de haine. Jusqu'à ce jour, où un incident l'avait éveillé à un monde différent. Ce jour-là, le garçon était enfermé dans une pièce, avec des chiens féroces. Terrifiés, il suppliait leur maître de ne pas les laisser l'attaquer. Mais le tyran se moqua de lui et lui proposa un jeu cruel. S'il arrivait à battre les deux chiens, il le laissera tranquille. Le jeune garçon était persuadé qu'il allait mourir quand il entendit pour la première fois cette phrase qui changea sa vie à tout jamais. Voulait-il faire un pari? Comme animé par une force étrange, il se mit debout, se jeta sur les chiens, les repoussant avant de s'attaquer à son oppresseur avec un visage terrifiant. Ce jour-là, il avait découvert que parier avec sa vie en jeu le rendait plus fort. Il n'était plus le petit garçon peureux, mais un tueur impitoyable, aux compétences inégalées. Les paris étaient devenus sa drogue, et il les gagnait toujours. Park Sang-do fut soudainement ramené à la réalité lorsqu'un uppercut dévastateur lui déforma le visage, l'envoyant culbuter en arrière. Effrayé et désespéré, il ne pouvait croire à ce qui lui arrivait. L'impitoyable jeune homme se débarrassa de son gant, déterminé à finir le combat à main nue. Il se rua vers son adversaire, qui dans un acte désespéré, sortit une grenade, menaçant de tout faire exploser, y compris les otages, enfermés dans les valises. Croyant avoir l'avantage, il ordonna ensuite au jeune homme de se mettre à genoux. Ils étaient venus récupérer le fils du président. Dans ce cas, ils avaient intérêt à lui obéir. Yuna était alarmé. Ce psychopathe avait fourré les otages dans des valises. Et si la grenade explosait, ce serait la fin. Le jeune homme resta calme, sa tête baissée et son expression sombre. Park Sang-do perdait patience et se mit à crier. Avait-il envie de mourir? Il s'agenouille immédiatement. Cependant, avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, le jeune homme, tel une ombre, se tenait devant lui. Il saisit alors la grenade et la mit dans la bouche de son adversaire. Le jeune homme retira ensuite la goupille et sa voix était glaciale. Il avait intérêt à serrer la mâchoire s'il voulait rester en vie. Il le regarda ensuite droit dans les yeux, serrant son poing d'un air féroce. C'était ça, une vraie menace. Il se mit ensuite à le battre violemment, le frappant aux côtes, alors que ce dernier essayait de garder la grenade en place, enchaînant avec un coup de pied au ventre, puis un coup de poing dévastateur au visage, qui le cloua au sol, toujours avec la grenade dans la bouche. Il resta à terre, serrant la mâchoire, les larmes aux yeux. Le jeune homme remit alors la goupille en place, lui disant d'arrêter de chialer comme un enfant. Son regard était terrifiant. Leur petit jeu était loin d'être fini. Affolé, Park Sang-do se remit sur pied et commença à bégayer, les larmes aux yeux, suppliant le jeune homme de l'épargner. Il allait libérer tous les otages qu'il avait kidnappés, mais par pitié qu'il arrête de le battre. Soudain, l'instructeur fit irruption dans la pièce, soucieux de sauver ses élèves. Mais ce qu'il vit devant lui le laissa sans voix. Park Sang-do, l'assassin impitoyable, qui lui avait autrefois coupé la jambe, était désormais agenouillé à ses pieds, suppliant en sanglots d'être épargné. Mais cela n'était pas tout. Ses élèves étaient indemnes, semblant avoir plus de peur que de mal. Sang-soo ignora le regard confus de l'instructeur et se saisit des deux frères inconscients. Il était temps pour eux de quitter les lieux. C'est ainsi que prit fin l'incident d'enlèvement des otages. Le fils du président, ainsi que le reste des enfants furent sauvés, et leur ravisseur fut placé dans un sac mortuaire, en vue d'être transféré au QG de l'organisation. Bien que les assassins chargés de le transporter étaient déçus de voir le tristement célèbre Park Sang-do pleurer comme un enfant terrifié, l'instructeur était perdu dans ses pensées. Le cauchemar qui avait mis fin à sa vie d'assassin n'était plus.
Mais il avait du mal à croire que ces jeunes élèves avaient géré une situation aussi critique. Bien que l'histoire lui semblait extrêmement douteuse, Sang-soo avait affirmé que ce n'était pas lui qui avait appréhendé Park Sang-do, mais qu'importe, tout allait bien à présent. Quelques jours plus tard, les 4 membres du groupe étaient devenus des tueurs officiels de l'organisation. Ils étaient à présent des assassins de rang D, mais la nouvelle ne plaisait pas à tout le monde. Hyung était révolté, ils avaient pourtant capturé un puissant assassin de rang A. Yuna leur conseilla de se taire et de se concentrer sur leurs tâches présentes. C'est alors que les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, révélant 2 femmes extrêmement musclées. Les 2 frères étaient terrifiés et se mirent à appuyer frénétiquement sur les boutons pour fermer les portes, pensant qu'ils étaient au mauvais étage. Mais une voix les interrompit, leur souhaitant la bienvenue. À la vue de la belle femme, qui disait les attendre, les 2 frères se mirent à appuyer avec plus de frénésie pour ouvrir les portes. Ignorant leur comportement étrange, la femme leur demanda de la suivre et les conduit dans un bâtiment luxueux, les informant que le président leur était redevable depuis qu'ils avaient sauvé son fils unique. En conséquence, il avait donné des instructions pour qu'ils soient traités comme les plus prestigieux des invités. Un banquet fut alors organisé à leur honneur et ils furent offerts des habits de la plus haute qualité. Les 2 frères étaient euphoriques, jamais ils n'avaient reçu un tel traitement, mais leur surprise était loin d'être finie. La femme se dirigea vers une porte géante, les informant que c'était l'événement principal de la journée. Elle ouvrit les portes et révéla une pièce énorme, remplie d'armes de toutes sortes et de munitions. Tout était organisé dans des vitrines immenses, s'étendant à des centaines de mètres. Le groupe DA possédait les meilleures armes du monde, et en tant que principal sponsor du Glory Club, le président avait décidé de les récompenser avec autant d'armes qu'ils le souhaiteraient. Immédiatement après, les 2 frères, qui se vantaient de leur capacité à se battre sans armes à feu, étaient à présent tellement chargés d'armes qu'il leur était impossible de bouger. La jeune femme les regarda avec un sourire mal à l'aise, les rassurant que les armes de leur choix leur seront livrées plus tard dans la journée. Pendant ce temps, Yuna était éblouie par la qualité des couteaux et ne pouvait pas croire qu'on leur offrait des objets pareils. Cependant, elle se sentait coupable de ne pas avoir aidé dans le combat et pensait ne pas mériter de récompense. De son côté, Sang-soo était préoccupé par autre chose. Il avait déjà utilisé toutes ses armes dans sa vie passée et ne pouvait pas prendre le risque de se faire reconnaître. Il choisit alors un stylo-plume, simple d'apparence, laissant la femme choquée de le voir satisfait avec si peu. Peu après, elle l'informa que le président les attendait. Les 2 frères étaient excités à l'idée, mais la femme précisa qu'elle avait reçu l'instruction d'escorter uniquement Sang-soo pour voir le président. Une fois dans l'ascenseur, la femme se mit à converser avec Sang-soo, le félicitant pour l'excellent choix du stylo-plume, ce à quoi il répondit qu'il avait utilisé un modèle pareil par le passé. La femme était surprise, c'était pourtant un modèle unique, fabriqué il y a plus de 40 ans. Sang-soo essaya de se dérober en disant que c'était un legs de son grand-père. Mais la femme était de plus en plus curieuse, n'avait-il pas grandi dans un orphelinat? À son grand soulagement, ils étaient arrivés à destination, mettant fin à l'interrogatoire de la jeune femme. Cette dernière le guida vers le bureau du président, puis se retira. Sang-soo regarda l'homme devant lui avec curiosité. C'était Choi Yu-chang, le président de la plus puissante entreprise militaire du monde. Après un bref échange de salutations, Sang-soo demanda au président la raison de sa convocation, ce à quoi il répondit de manière mystérieuse. Il avait simplement voulu le rencontrer. Cela dit, il pourrait y avoir une raison pour lui d'être là. Après tout, il connaissait sa réelle identité. La révélation de l'homme prit Sang-soo de court. Il était impossible pour quiconque de connaître sa réelle identité. Il ne l'avait jamais révélée, et les rares individus qui l'avaient découvert n'avaient pas survécu assez longtemps pour le dire. Le président regarda le jeune homme droit dans les yeux. Il ressemblait étrangement à la légende de l'assassinat, Pietro. Bien qu'il eût évité le pire, le jeune homme était toujours très surpris, puis eut un sourire nostalgique, alors que des souvenirs lointains refirent surface dans son esprit. Plusieurs années plus tôt, dans la ville de Namsan, un interrogatoire des plus violents avait lieu. Un homme blond, au visage défiguré par la douleur, se faisait foudroyer à maintes reprises. Mais l'homme refusait de cracher le morceau. Ses interrogateurs étaient furieux et lui hurlaient la même question à répétition. Où était Choi Yu-chang? Mais ils n'eurent aucune réponse. Soudain, l'homme qui grognait de douleur, la tête baissée, se mit à ricaner d'un air menaçant. Il leur avait pourtant dit au tout début, leur seul moyen de sauver le mioche était de fournir à l'Union soviétique les derniers missiles qu'ils avaient fabriqués. S'ils s'entêtaient à refuser, l'héritier du groupe DA mourra dans d'atroces souffrances. Derrière la paroi de verre, le président du groupe de l'époque était pris de panique. Son fils unique avait été kidnappé par les Russes et leur demande de rançon était tout bonnement impossible à réaliser.
L'un des agents se précipita pour le rassurer. Une équipe de sauvetage composée d'élite avait été déployée à Moscou. Même la troupe Delta Force était de la partie et les bonnes nouvelles ne tarderaient pas à arriver. Quelques instants plus tard, ils reçurent les nouvelles tant attendues. L'équipe de sauvetage d'élite, déployée à Moscou, avait repéré le train dans lequel le jeune garçon était transporté. Mais l'instant d'après, ils avaient été exterminés jusqu'au dernier. La nouvelle accablante avait achevé le président. Il baissa la tête, d'un air sombre. Ils n'avaient plus le choix. Cet endroit était leur dernier espoir. Ils devaient demander l'aide de l'église de la gloire. Une fois sur place, le président se mit à crier en tapant la porte. Il était Choi Dea et il venait implorer l'aide de l'église. La voix d'un prêtre lui parvint de l'intérieur, lui demandant avec calme ce qu'il faisait là à une heure si tardive. Le président, inquiet pour la vie de son fils unique, s'exclama que ce dernier était kidnappé par les Russes. Il s'agrippa au barreau d'un air tourmenté, plaidant de tout son être. L'église voulait le support du groupe DA depuis des années et il était prêt à leur fournir tout le support nécessaire. Pendant 10 ans, non, 100 ans, mais par pitié, qu'ils envoient leurs 12 disciples sauver son fils. Il y eut un silence, puis le prêtre répondit qu'il ne comprenait pas ce dont il parlait, laissant le président sans voix. Ce dernier se ressaisit et se mit à plaider à nouveau, mais le prêtre l'interrompit. Il n'avait pas à s'inquiéter, car tout se passerait selon la volonté divine. Qu'il prie et qu'il patiente, car le courroux divin était d'ores et déjà à Moscou. Bien que soulagé, le président ne pouvait se retenir de partager ses doutes. Après tout, 3 escouades, des forces spéciales les plus redoutables, avaient été exterminées à leur arrivée sur place. Même s'il s'agissait de l'un des fameux disciples de l'Église, qu'est-ce qu'un seul homme pouvait bien accomplir? La réponse du prêtre était simple. Cet homme pouvait tout accomplir. Bien que seul, il était plus que capable d'accomplir la mission, car de ses 12 disciples, il était de loin le plus fort. Au même moment, à Moscou, au bord d'un train transportant l'enfant kidnappé, Pietro faisait face à des hommes, étonnés de le voir surgir de nulle part, dans un train en mouvement. Parlant entre eux en russe, ils se demandaient s'il était seul. Agacé, Pietro les regarda d'un air calme. En effet, il était venu seul. Les hommes de main étaient surpris de le voir parler leur langue, mais leur surprise fut de courte durée. Un bruit de tir se fit entendre, et une balle se logea dans la tête de l'un d'eux, marquant le début d'un carnage. Pietro se jeta ensuite sur le côté, esquivant les balles, en ripostant. Il était seul, face à une vingtaine d'hommes armés, mais pour lui, c'était juste un lundi. Il s'élança ensuite en avant, d'un mouvement rapide, à la fois intouchable et extrêmement mortel. À chaque tir de son arme, un homme tombait à terre, pour ne jamais se relever. Avec une dernière balle, dans la tête de son adversaire ahuri, il se tint au-dessus des cadavres empilés. C'était bien ce qu'il pensait. Le nombre de têtes coïncidait avec le nombre de balles qu'il avait. Au même moment, une voix derrière Pietro lui cria de baisser son arme. Le nouveau venu tenait un jeune homme en otage, avec une arme pointée sur sa tête. Il scrutait son adversaire, de l'autre bout du wagon. Il avait entendu parler de lui, un assassin opérant en solitaire, dont aucune des cibles n'avait survécu. Le fameux disciple de l'église de la gloire, Pietro. Ignorant le monologue de l'homme, Pietro s'adressa au jeune garçon dans leur langue maternelle. À 3, ils devaient s'accroupir. Le garçon était étonné d'entendre le jeune homme parler coréen, mais Pietro se mit à compter sans attendre, et son adversaire commençait à s'impatienter, lui criant de parler en russe. Pietro l'ignora et continua à compter à haute voix, alors qu'il bougeait sa main de manière subtile. À 3, une pièce apparut soudainement entre les doigts de Pietro, et ce dernier la projeta d'une force incroyable vers son adversaire pris de surprise. La pièce, telle une balle de pistolet, perfora le front de l'homme, qui tomba à la renverse, pour ne plus jamais se relever. Le visage de Pietro était inexpressif. Il s'exprima avec un russe maîtrisé, mentionnant l'identité complète de son adversaire mort, nom complet, rang militaire et affiliation. Il savait tout de ses ennemis, au détail près. Le jeune garçon, toujours sous l'effet du choc, remercia Pietro d'une voix tremblotante et lui demanda s'il était coréen comme lui. Mais Pietro ne répondait pas, occupé à allumer une cigarette. Voyant cela, le jeune garçon lui promit de lui rendre l'appareil quand il serait plus grand. Pietro attrapa une chapka et la mit sur la tête du jeune Choi Yun-chang, et sa voix indifférente se fit entendre. Il n'était pas venu le sauver, mais plutôt sauver le futur du groupe DA. Il lui dit ensuite de se lever, car il était temps pour lui de rentrer à la maison. Le Choi Yun-chang de l'époque, désormais un des hommes les plus puissants du pays, regardait fixement Sang-soo, sa voix pleine d'émotion. Même après 40 ans, il n'avait pas oublié le visage de son sauveur. Pietro devait sans doute être son grand-père. Le visage surpris de Sang-soo était à présent soulagé. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu une telle frayeur. Mais il ne pouvait s'empêcher de se remémorer le visage effrayé du jeune garçon, qui à présent était le président d'un puissant groupe militaire. Choi Yun-chang invita ensuite Sang-soo à le suivre. Il avait entendu dire qu'il avait choisi un simple stylo-plume.
Sang-Soo s'empressa de lui dire que cela lui suffisait, mais le président ne voulait rien entendre. Il ne pouvait pas laisser le petit-fils de son sauveur partir les mains vides. Il le guida vers un garage où sa secrétaire les attendait, debout à côté d'une moto imposante. C'était le premier modèle fabriqué par le groupe DA, le Saint-Pétrus, une bête d'engin pouvant atteindre les 527 km/h, équipée d'un système de brouillage de signal, l'empêchant d'être détecté lors des missions furtives. Yuna et les frères Doggo les avaient rejoints dans le garage, exprimant leur admiration à la vue de l'engin. Ils se tournèrent ensuite vers la secrétaire, toujours aussi chargée d'armes, lui demandant de les échanger contre un engin semblable. Mais la réponse était un non catégorique. En vrai gentleman, Sang-Soo passa un casque à Yuna, puis enfila le sien, l'invitant à monter. Et alors qu'il se préparait à quitter l'endroit, Sang-Soo reçut un appel de l'instructeur. Ce dernier l'informa que des membres de l'organisation demandaient à voir les nouvelles recrues. Ils étaient tous devenus des assassins officiels à travers une mission spéciale, ce qui était extrêmement rare et qui avait attiré l'attention de certains membres de l'organisation. Entendant cela, les deux comiques du groupe avaient une expression sérieuse sur le visage. Ils étaient prêts à faire leurs preuves. Quelques minutes plus tard, Sang-Soo roulait en direction du point de rendez-vous, suivi de près par deux énergumènes en trottinette électrique. Une fois sur place, le groupe se retrouva devant une église imposante, une des branches du Glory Club. Les deux frères, se prenant pour des stars, se plaignaient d'être beaucoup trop populaires, tandis que Sang-Soo et Yuna se regardaient d'un air hésitant. Ils sentaient venir la douille. Ils ouvrirent la porte et furent ébahis par l'intérieur du bâtiment. C'était l'endroit où les membres de l'organisation recevaient des révélations. Ainsi, selon le rang de chaque assassin, une mission du même niveau lui était fournie, autrement dit, une révélation. Au même moment, une longue file se forma devant les prêtres, afin de recevoir l'hostie. Mais ce qui était difficile de percevoir, c'est que certaines hosties, délivrées à des membres de l'organisation, dissimulaient en réalité des missions d'assassinat. Yuna regardait le processus avec admiration. C'était ainsi que les vrais assassins recevaient leurs ordres de mission, tandis que Sang-Soo était sceptique. C'était plutôt ainsi que les assassins de rang inférieur recevaient leurs missions. Les deux frères étaient excités à l'idée de recevoir leur première mission officielle. En récupérant l'hostie, ils s'attendaient à avoir une mission de rang S, mais ils furent surpris de voir marquer le mot « combat ». Remarquant leur surprise, un prêtre s'approcha d'eux d'un air bienveillant, les informant que les nouveaux membres n'avaient pas de mission à leur première visite. Il leur tendit une coupe pleine de vin, et les deux frères se penchèrent pour en apprécier l'arôme. Mais au même moment, le prêtre déversa le vin dans sa coupe, sur la tête de Hyang. Son air bienveillant avait disparu, et une expression excitée parut sur son visage. Il en avait mis du temps pour venir, ces insectes de rang inférieur. Bien que surpris, Hyang se mit à sourire d'excitation. Il leva la tête vers l'assassin, déguisé en prêtre, du vin dégoulinant sur son visage. Il allait lui faire regretter son geste. Cela dit, la situation ne s'annonçait pas facile. Le groupe était encerclé d'individus menaçants, et les trois prêtres dégageaient une aura effrayante. C'étaient au moins des assassins de rang B. Les deux frères Doggo se préparaient pour l'affrontement. Comme de vraies têtes brûlées, ils n'étaient pas impressionnés par leurs adversaires. Deux prêtres au visage balafré s'avancèrent en souriant. Ces nouveaux venus n'avaient aucune idée de la faiblesse d'un assassin de rang D comparé à ses supérieurs. La réponse de Hyang vint aussitôt, s'élançant vers son adversaire d'un coup de pied sauté. Il n'était pas né pour être un simple rang D. Le prêtre esquiva le premier coup de justesse, puis se retrouva face à l'attaque du second frère, qu'il esquiva aussitôt. Les deux frères étaient synchronisés dans leurs attaques, comme dans leurs dires, qu'ils marquent leurs paroles, car ce sont les paroles de futurs assassins de rang S. Le prêtre était contraint de reculer en encaissant les coups du duo, et les assassins présents sur les lieux ne purent s'empêcher d'être impressionnés par la force des deux frères. Ils étaient à présent plus efficaces que dans leur combat avec Park Sang-do. Le prêtre fut finalement forcé en arrière par les deux frères, son expression plus sérieuse qu'au début. Il leva la tête et aperçut que le plus stock des deux frères fonçait vers lui à toute allure, mais il n'y avait aucun signe du plus petit. Au même moment, il se sentit immobilisé. C'était Hyang qui avait profité de sa distraction pour lui attraper les jambes par derrière, l'immobilisant sur place. Il cria ensuite à son frère de passer à l'attaque, et ce dernier s'exécuta. Il sauta en l'air avec les mains jointes afin d'asséner le coup de grâce. L'impact tant attendu ne vint pas, et des gouttes de sang atterrirent sur le visage surpris de Hyang. Il entendit alors la voix enjouée du prêtre. Alors comme ça, ils allaient devenir des assassins de rang S. Dans ce cas, il ferait mieux de les prendre plus au sérieux. Le prêtre, qui semblait dans une situation désavantageuse, avait réussi à arrêter le coup de Jay d'une seule main en utilisant un simple bâton ornemental.
et sous le regard horrifié du groupe, le prêtre se mit à battre Jay d'une manière violente. Son frère essaya de s'interposer, mais fut lui aussi plaqué au sol par un coup de poing dévastateur au visage. Voyant cela, Yuna cria au prêtre d'arrêter, essayant de mettre fin au massacre, quand soudain elle entendit une voix derrière elle. C'était ça le monde réel. Un autre prêtre s'était mis derrière eux sans qu'elle puisse le détecter. Sa voix était glaciale. L'homme devant eux avait travaillé toute sa vie durant pour devenir un assassin de rang B, et ceux comme lui étaient rares. Les rangs d'assassins n'étaient pas faciles à franchir. Les assassins de rang D de l'organisation, avec plus de 300 membres, avaient pour cible des gens ordinaires. Les rangs C, encantés de sang, et s'occupaient des gangsters et d'autres groupes armés. Vient ensuite les rangs B, avec une centaine d'individus qui pouvaient affronter d'autres assassins dans leur mission. Et il y avait les rangs A, composés de 36 individus, en charge des assassinations de niveau national. Devenir un membre de l'organisation, c'est être condamné à tuer, sans cesse, jusqu'à la mort. Et pour espérer atteindre le sommet, il fallait dédier sa sueur et son sang à l'accomplissement des missions. Cela dit, en se tuant à la tâche, et avec un peu de chance, on pouvait espérer devenir un assassin de rang A. Mais le rang S était tout autre, et ne pouvait pas être atteint par l'effort. Les 12 disciples se tenaient au sommet de la pyramide, là où aucun humain ordinaire ne pouvait atteindre, même avec tout l'effort du monde. Un peu plus loin, le prêtre tenait Hyang au sol. Après l'avoir roué de coups, sa voix était enjouée. Il pouvait lui dire comment devenir un disciple. C'était très simple. Il le regarda avec un sourire détraqué, son poing ensanglanté, prêt à s'abattre. Il fallait juste renaître à nouveau. Son poing dévastateur s'abattit sur le jeune homme, déjà mal en point, lui faisant perdre connaissance. Le prêtre leva ensuite sa tête vers le reste du groupe. Comprenait-il à présent l'arrogance folle de leurs propos? Le mot disciple n'était pas à prononcer à la légère pour des insectes comme eux. Encore sous le choc, Yuna essaya de calmer la situation, mais un autre prêtre au visage balafré l'interrompit, lui tapant sur la tête avec son doigt. Elle n'était qu'un sbire de la pieuvre, il y a peu. Elle n'avait pas sa place parmi les assassins, et avait même de la chance d'être au rang D. Soudain, le prêtre ressentit une pression forte sur son poignet, et Sang-Soo s'avança vers lui avec un visage inexpressif, lui disant qu'en tant que senior, il ne devait pas dépasser les bornes. La prise de Sang-Soo commençait à se resserrer, écrasant la main du prêtre. Mais il réussit à se retenir, en se remémorant les paroles de la femme aveugle. Elle avait été claire, en aucun cas, il ne devait se démarquer. Il avait déjà assez attiré l'attention en terrassant Park Sang-do, un assassin de rang A. À ce rythme, l'organisation finirait par le démasquer, et sa vengeance irait à l'eau. Il savait qu'elle avait raison. S'il voulait avoir sa revanche sur l'organisation qui l'avait trahi, il devait se retenir. Une gifle atterrit alors sur le visage de Sang-Soo, qui ne fit rien pour l'éviter. Plusieurs coups s'ensuivirent, sous le regard choqué de Yuna. Mais soudain, la voix calme de Sang-Soo se fit entendre. Il pouvait le frapper, autant qu'il le voulait. Le prêtre au visage balafré était surpris par les mots du jeune homme. Sa main levée s'arrêta, et Sang-Soo reprit du même temps calme. Ses camarades étaient mal en point. Le premier s'était évanoui, et le second saignait. Il leur fallait des soins en urgence. Ils avaient appris leur leçon, le statut de disciple n'était pas à évoquer à la légère. Le prêtre se mit alors à sourire d'un air moqueur. Ses paroles touchantes lui avaient fait perdre son plaisir. Mais qu'importe, il les autoriserait à partir, à condition qu'ils lui remettent leur licence d'assassin. Il pourrait les récupérer plus tard, quand ils en seraient dignes, peut-être dans une dizaine d'années. Malgré son irritation, Sang-Soo n'en laissa rien paraître. Il remit au prêtre leur licence fraîchement obtenue, et ils quittèrent l'église en défaite. Une fois dehors, l'ambiance était au plus bas. Ils avaient tellement souffert pour avoir leur licence, tout ça pour les perdre à la première occasion. Comment pouvaient-ils faire face à leur instructeur à présent? Essayant de cacher ses émotions, Hyang leur tourna le dos. Ils s'en voulaient de ne pas avoir pu les protéger. Ils avaient bien fait de ne pas affronter les prêtres, car ça aurait pu devenir très dangereux. Ils pensaient être leur leader, mais au final, il leur avait montré une bien piètre image. Une voix calme interrompit ses paroles, et Sang-Soo lui mit un casque sur la tête, cachant ses larmes. Il était temps pour eux de partir. Une fois en route, Yuna, qui était installée derrière Sang-Soo, était étrangement silencieuse pendant le trajet. Soudain, sa voix se fit entendre. Elle demanda au jeune homme si elle pouvait devenir plus forte. Sang-Soo resta silencieux, puis lui demanda pourquoi une telle question. Mais ce fut au tour de Yuna de se dérober. Elle marqua une pause. La perte de leur licence, juste après les avoir obtenus, avait sûrement découragé le jeune homme. Mais la réponse de ce dernier était calme. Dans leur domaine, il était courant pour les faibles de se faire dérober leurs possessions. Sang-Soo sentit Yuna trembler derrière lui et ses mains se resserraient autour de sa taille. Elle avait fait de son mieux pour cacher ses sentiments, mais les événements de la journée l'avaient sans doute marqué.
Le regard de Sang Soo devint froid, et ils continuèrent leur trajet en silence. Un peu plus tard dans la nuit, à l'église, les deux prêtres riaient à haute voix. Remettre ces mioches à leur place était vraiment divertissant. Ils auraient dû les malmener un peu plus, avant de leur retirer leur licence. Ils entrèrent dans le grand hall, et le prêtre au visage balafré fut surpris d'y voir une personne assise. C'était le jeune homme, qui les avait suppliés d'épargner ses camarades plus tôt dans la journée. La voix moqueuse du prêtre se fit entendre. Était-il revenu pour se faire écraser, ou bien était-il réellement en train de prier? Il y eut un silence, puis Sang Soo les adressa d'une voix glaciale. Avait-il vraiment eu besoin d'aller si loin? Le prêtre était étonné par l'insolence du jeune homme. Il voulait vraiment mourir, apparemment. Ignorant ces menaces, Sang Soo se leva, tenant un rosaire entre ses mains, et se dirigea vers les deux prêtres. Pour la première et dernière fois dans leur vie, il allait leur montrer les vraies capacités d'un disciple de rang S. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. À très bientôt pour la suite.